France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 en ce lundi, nous sommes le 16 juillet, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé un excellent week-end et une belle soirée hier soir qui fut très festive évidemment pour beaucoup avec cette équipe de France qui devrait défiler sur les Champs-Élysées tout à l'heure, la descente de cette avenue avec 1 heure de retard puisque l'avion n'a toujours pas atterri à Roissy. Ils arriveront donc aux alentours de 17h et la descente des Champs-Élysées est prévue pour tout à l'heure 18h30. C'est parti pour le grand forum, le LGF, avec une invitée aujourd'hui, Assa Traoré, sœur de Adama Traoré, qui a été tuée il y a 2 ans chez lui à Beaumont-sur-Oise après avoir été interpellée par la gendarmerie. On reviendra sur cette affaire trop peu médiatisée. Il s'agit d'une véritable bavure de la gendarmerie et nous en profiterons avec Youssef Brakni qui est aussi chroniqueur pour revenir sur ces évidemment violences policières. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 et oui, nous sommes là pour le LGF, le grand forum. C'est parti jusque 18h comme je vous le disais avec l'affaire Adama Traoré, avec pour en parler Youssef Brakni qui est le porte-parole d'ailleurs du collectif Adama Traoré. Salut Youssef. Salut, comment ça va? Ça faisait très longtemps. Ah ouais, ça faisait super longtemps. Voilà, ouais. Et là je reviens, mais je reviens en force avec une grosse actualité quand même. Ah oui, c'est ça, une actualité qui est complètement occultée dans les médias. Ouais. Alors j'allais dire, il n'y a pas qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui les médias ne parlent que de la Coupe du Monde, que de cette victoire hier soir, dans la douleur certes, mais victoire quand même. Vraiment dans la douleur. Hein. Ouais. Et donc tu es ici donc en tant que porte-parole du collectif Adama Traoré et Assa Traoré qui est sur la route pour nous rejoindre, justement sœur de Adama. On parlera du sort de cette famille qui vit un véritable cauchemar, un véritable enfer depuis la mort de Adama il y a 2 ans jour pour jour. Et on a aussi proposé à notre amie maître Anissa Rigui, bonjour Anissa. Bonjour Christophe, bonjour les auditeurs, les auditrices. De venir également ici pour qu'elle puisse aussi poser des questions et nous faire le point un petit peu sur toutes ces violences policières. Je m'entretenais d'ailleurs, première question, hier avec ta consoeur Besma Maghrebi, oui. Avec qui j'ai regardé le match d'ailleurs. Et on parlait de violence policière, elle me disait que rien ne l'étonne parce que dans les commissariats, elle voit des choses absolument gravissimes, notamment pendant les gardes à vue. Oui. Où évidemment les policiers se gênent plus maintenant pour taper, pour insulter. Il y a même une avocate qui a été giflée dans le cadre d'une garde à vue dans un commissariat par un officier qui a quand même été sanctionné judiciairement, je crois, par une peine de sursis. Mais c'est vrai qu'il arrive parfois des choses un peu bizarres. Ouais. Alors vous avez suivi cette affaire de ce policier qui a été filmé en train de tabasser un détenu menotté. Ça a fait le tour de la toile pour le coup et apparemment le policier a été mis en examen mais relâché en liberté. Oui, comme toujours. Voilà. C'est souvent le cas, comme c'est le cas aussi pour le policier qui a tué Aboubacar Fofana. Oui. À Nantes. À Nantes, ouais. Qui a avoué avoir menti d'ailleurs. Qui a changé de version en fait. Il faut plus dire ça. Ouais. Il a changé de version. On lui dit pas qu'il a menti. Il dit juste que non, mais j'étais troublé, j'étais sous le coup c'était le stress, etc. Mais ça peut très bien tenir la route face à un tribunal. Il y a aucun problème. Tir accidentel, ça passe. Alors, ce que je t'ai proposé, Youssef, c'est comme tu es prof d'histoire, oui. De refaire un petit peu l'histoire de toutes ces violences policières. Il y en a eu quand même beaucoup trop. Ouais. Depuis, je t'ai proposé de remonter aux années 80, mais plus loin. Plus loin. Ouais. Donc, tu nous proposeras ça tout à l'heure, lorsque ça sera là notamment. Donc, pour un petit avis tranché en guise de retour en arrière sur cette actualité, je précise ici qu'il ne s'agit en aucun cas de faire le procès de toute une corporation et de tout un métier, mais de simplement mettre la lumière sur ceux qui déshonorent ce métier de policier, parce que beaucoup ont fait le choix, y compris d'ailleurs des personnes d'origine différente, de rejoindre la police, et c'est tout à leur honneur. Mais quand on salit ce métier, et quelques-uns l'ont fait, au travers évidemment d'actions absolument regrettables et condamnables, on est là aussi pour le dire. Donc encore une fois, il ne s'agit pas de faire le procès de toute la police, mais de revenir sur ces bavures. C'est plus que des bavures, c'est des crimes qui ont été commis par des personnes qui sont censées faire tout l'inverse, à savoir assurer notre sécurité, la sécurité de tous citoyens dans ce pays. Voilà, ça c'est une précision que je souhaitais apporter et que l'on va faire donc avec Assa Traoré tout à l'heure. Alors pour résumer en une phrase, Youssef, c'est un mort et 5 frères en prison. Voilà,
Exactement, c'est ça. Voilà comment on peut résumer l'affaire Adama Traoré aujourd'hui depuis 2 ans. Depuis le 19 juillet 2016. Jour de son anniversaire. Ouais, le jour de ses 24 ans, le jour de son anniversaire. Voilà, 24 ans. Donc, qui a été. Alors, on reviendra sur cette enquête parce que sur l'enquête, en tout cas, il y a des choses qui apparaissent comme très étranges, notamment des pompiers qui ont témoigné en disant effectivement que les gendarmes ont vraiment résisté pour lui enlever les menottes pour que ne serait-ce que lui soit fait un massage cardiaque. Le cœur d'Adama n'a pas résisté, quoi. Non, oui, c'est clair. Il y a le rapport des pompiers et des SAMU, du SAMU qui a disparu complètement en fait. C'est-à-dire qu'il y a eu, alors on sait pas, mais bon, même si on a notre petite idée, mais il y a 2 rapports qui ont disparu du dossier. Et il a fallu que Maître Essine Bouzrou passe à l'offensive, menace de porter plainte contre les pompiers et le SAMU, pour que ces rapports réapparaissent par enchantement. Ouais. Et dans ces rapports, évidemment, les pompiers et le SAMU disent très bien, enfin ils disent plusieurs choses. Déjà, les pompiers disent que quand on les appelle, on leur dit pas que c'est la gendarmerie. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous appelle, qui dit oui, venez à cette adresse, il donne l'adresse, mais à aucun moment il ne précise qu'ils sont gendarmes, que c'est l'adresse de la gendarmerie, que c'est la gendarmerie de Persan-Beaumont. Donc les pompiers ils savent pas, ils vont à cette adresse, ils se retrouvent devant le portail de la gendarmerie. Le portail est fermé, ils sont obligés de descendre eux-mêmes pour l'ouvrir. Pour ouvrir le portail eux-mêmes, ça c'est ce qu'ils disent dans leur rapport. Hein. Et quand ils arrivent dans cette cour de gendarmerie, c'est comme ça qu'on sait que Adama, en fait, il était face contre terre. Il faisait 33 degrés sur le sol brûlant de la cour de la gendarmerie, menotté dans le dos. Et donc il était probablement déjà mort. Après, le procès, Inch'Allah, qu'il y aura un procès, parce que c'est pas encore gagné, mais peut-être que le procès va faire la lumière sur à quel moment il est vraiment mort. Nous on pense qu'il est mort avant, dans la voiture. Il n'y a pas eu de rapport d'autopsie, si? Si, il y a de rapport d'autopsie, mais on peut pas déterminer exactement, parce qu'il est mort par asphyxie. Et même les pompiers apparemment ont été empêchés de rentrer dans la cour déjà. Oui, c'est ça que je dis. Ils ont dû descendre eux, ouvrir le portail de la gendarmerie et ils ont demandé à ce qu'on enlève les menottes. Et au départ, les gendarmes ne voulaient pas, alors qu'il était probablement déjà mort, quoi. Voilà. Et les gendarmes disaient qu'il faisait semblant, etc. C'est un comédien. Et sa mère qui vient à la gendarmerie et on lui dit que son fils est en garde à vue alors qu'il est déjà mort. Exactement. En fait, la mort d'Adama Traoré a été déclarée à 19h05 et on leur dit la vérité que vers les alentours de 22h30, 23h. Mais pendant tout le long, où la famille, notamment la mère d'Adama, est devant le portail de la gendarmerie à demander où il est, qu'est-ce qui va bien, etc. On lui répond que tout va bien. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est que des mensonges sur mensonges comme ça. La journée du 19 juillet, elle est vraiment, c'est incroyable de mensonges. Alors, on va essayer de la refaire de manière hiérarchique dans un instant, Youssef, juste après la pub, parce que c'est important de bien comprendre, hein, évidemment, pendant que beaucoup de Français aujourd'hui fêtent cette victoire et cette 2e étoile. Il y a un autre registre où la France est pas très glorieuse pour le coup, c'est justement en point de vue de violence policière. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec le retour de notre ami Youssef Brakni qui vient là avec sa double étiquette aujourd'hui en tant que chroniqueur du HGF, avec un avis tranché qu'il nous proposera tout à l'heure pour un retour sur les différentes violences policières, mais aussi en tant que porte-parole du comité Adama Traoré, bien sûr, avec Assa Traoré qui sera avec nous dans quelques minutes, retenu sur la route, hein, évidemment, dans les embouteillages. Elle revient d'une action justement pour le comité. Voilà, donc ça, vraiment, c'est un comité qui œuvre beaucoup, qui bouge beaucoup, avec Anissa Regui également. Alors, je voulais commencer pour illustrer un petit peu comment a été traitée cette affaire Adama Traoré. Il y a un député à qui on peut rendre hommage, Youssef, il s'appelle Pouria Amirchahi, qui avait posé une question à l'Assemblée nationale au ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Écoutez la réponse, j'allais pas dire glaçante, mais même insultante envers la famille Adama Traoré. Pouria Amirchahi qui dresse évidemment la situation, le bilan de cette affaire. Les mots sont durs. Il parle vraiment avec le cœur, ça s'entend. Et Bernard Cazeneuve qui a vraiment aucun mot et pire concernant les différentes violences policières en tant que ministre de l'Intérieur de l'époque. Écoutez cet échange, question donc de Pouria Amirchahi et réponse de Bernard Cazeneuve, l'ancien ministre de l'Intérieur. Adama Traoré est mort le 19 juillet dernier, le jour de son 24e anniversaire, dans la cour de la brigade de gendarmerie de Persan. Lorsque sa mère se présente à la gendarmerie, on lui répond que son fils est en garde à vue. Il est en fait déjà mort. Un sapeur-pompier volontaire intervenu dans la caserne de gendarmerie pour tenter de réanimer Adama Traoré a clairement signifié à l'inspection générale de la gendarmerie nationale que, contrairement aux affirmations des gendarmes,
Non seulement le jeune homme n'avait pas été placé en position latérale de sécurité, mais il n'avait en réalité plus de ventilation. À leur arrivée, les pompiers ne détectent aucun pouls et ont dû s'y prendre à deux fois, pour obtenir des gendarmes qui lui retirent les menottes afin de procéder au massage cardiaque. Malheureusement, le cœur d'Adama Traoré n'est jamais reparti. Celui de Wissam El Yamni non plus, décédé suite à son interpellation à Clermont-Ferrand. Celui d'Amadou Koumé non plus, décédé dans un commissariat parisien après son arrestation. Ce qui choque, ce qui blesse et parfois révolte les familles au-delà des deuils, c'est qu'il n'est pas mis le même empressement. C'est en tout cas ressenti ainsi pour établir les faits et permettre la connaissance de la vérité. D'ailleurs, Monsieur le Premier ministre ou quelqu'un d'autre de votre gouvernement a-t-il adressé un mot, un message à la famille de notre jeune compatriote décédé? Le fossé se creuse avec les institutions. Il se creuse d'autant plus que chaque fois, plutôt que la violence, les familles et leurs soutiens choisissent le droit et veulent encore croire en la justice. La lutte contre l'impunité doit concerner tout le monde, Monsieur le Premier ministre, y compris et peut-être surtout celles et celles qui sont dépositaires d'une parcelle de pouvoir et de l'autorité. Monsieur le Premier ministre, vous accordez dans votre discours une grande importance à la police et aux forces de l'ordre. Je veux vous dire qu'avoir un débat national sur les rapports entre État, police, justice et citoyens est salutaire pour notre État de droit. Dans le contexte particulier que traverse notre pays, où il y a des emportements, des antagonismes et des fractures, je n'aspire qu'à une chose, c'est au respect. Et le respect, il commence par la reconnaissance du travail que font les forces de l'ordre pour assurer la protection des Français dans un contexte extrêmement difficile. Et bien entendu, comme ministre de l'Intérieur, je dirais même que je m'en fais mon premier devoir. Je souhaite qu'il puisse être rendu compte de chaque sujet sur lequel on nous interpelle. Mais ce que je ne peux plus accepter, je vous le dis sans énervement et avec la plus grande franchise, c'est la mise en cause permanente, à longueur de semaine, du travail fait par les forces de l'ordre, la théorisation de la consubstantialité de la violence à la police, sans que jamais il n'y ait un mot pour ces policiers qui portent l'uniforme, qui assurent la protection de lieux de culte, qui assurent la protection des Français et qui sont aujourd'hui, pour un certain nombre d'entre eux, dans des hôpitaux où ils souffrent le martyre après avoir été atteints dans les conditions abjectes que l'on sait. Donc, je demande simplement pour eux, parce qu'ils le méritent, comme les gendarmes qui ont été agressés en Nouvelle-Calédonie, que l'on puisse simplement dire une chose simple. C'est que ces agressions sont inacceptables et que les policiers et les gendarmes de France, en raison de l'uniforme qu'ils portent, sont attachés aux valeurs de la République et sont attachés à l'état de droit plus que tout autre, parce qu'ils savent ce que signifie l'abandon de ces principes qui se traduit par une violence à leur encontre. À chaque fois, monsieur le député, qu'il y a des sujets du type de ceux que vous évoquez, l'inspection générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont saisis. Et à chaque fois que des tragédies se produisent et qu'il y a des violences, nous faisons en sorte que la vérité soit rétablie. Et c'est l'honneur aussi de la police et du ministère de l'Intérieur que de le faire. Alors j'appelle à ce que l'on sorte des postures, j'appelle à ce que l'on sorte de l'antagonisation et j'appelle au respect des uns à l'égard des autres. Voilà, Bernard Cazeneuve, cette réponse glaçante, franchement sans aucun mot, rien pour la famille d'Adama Traoré, puisque c'était une question posée justement suite à la mort d'Adama Traoré par Poria Mirchahi. Youssef, réaction rien d'étonnant peut-être. C'est les socialistes, c'est toujours pareil avec eux, c'est-à-dire que c'est tout de suite le système de défense qui se met en place. C'est direct, c'est-à-dire qu'on a un député qui pose une question ouverte, qui demande juste déjà est-ce que vous avez présenté vos condoléances, et deuxièmement où on en est, on veut la vérité, on veut au moins qu'il y ait une enquête claire, etc., qui soit établie, et on lui répond tout de suite par moi je veux qu'on rende hommage à la police, moi je veux qu'on défende la police, etc. Et en fait c'est ça le problème de ce pays, c'est que pour s'attaquer à l'institution policière, mais en fait c'est s'attaquer à l'État. C'est pas simplement la police. En fait, la police, elle est protégée par tout un système qui est bien huilé et qui à chaque fois conduit à des non-lieux ou au pire, je sais pas comment dire ça pour les familles, à un acquittement. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, on a d'une part donc les syndicats de police qui se mettent tout de suite en marche, qui sont très puissants en France, très très puissants. Faut savoir que les syndicats de police, ils ont une influence considérable, une telle influence qu'ils ont carrément réussi sous le gouvernement de Hollande là, donc de ce ministre là de l'Intérieur, Cazeneuve, à obtenir une loi dite de légitime défense qui en gros nous
ce que nous les militants appelons un permis de tuer. Donc ils sont très très puissants avec des manifestations de nuit, armés, cagoulés devant les tribunaux, etc. Ça c'est les syndicats d'une part. De deux, le parquet. Le parquet, donc on le voit, il est pas, comme on le sait, c'est l'État, c'est le ministère de la Justice, qui tout de suite, à chaque fois, se met du côté de la police et ressort un peu le même discours que ressort là Cazeneuve. Et puis enfin, après, on a des juges. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça des juges qui à chaque fois vont dans le sens du parquet et des syndicats de police et qui font soit des acquittements, soit des non-lieux. Et donc aujourd'hui, à ces trois choses-là s'ajoute ce que j'ai envie de dire, ce que fait Cazeneuve, qui est en fait la déshumanisation des victimes de la police. C'est que comme à 90% des cas, ce sont des Noirs et des Arabes, il y a une déshumanisation extraordinaire. Enfin, une déshumanisation telle qu'on n'arrive pas à les voir comme des victimes. C'est-à-dire que ce que fait Cazeneuve là, il ne voit pas Adama Traoré comme une victime. Il ne voit pas Wissam El Yamni comme une victime. Il voit pas Amadou Koumé comme une victime. C'est-à-dire que pour lui, même dans son discours, dans la façon dont il dit, je veux rendre hommage aux agressions contre la police, etc., il sous-entend que quelque part ils l'ont mérité leur mort. Oui, Anissa, peut-être t'avais pas eu connaissance de cet échange à l'Assemblée nationale et de cette réponse du ministre de l'Intérieur de l'époque, Bernard Cazeneuve. Qu'est-ce que ça évoque comme réaction chez toi, Anissa, en tant qu'avocate? Je dirais que j'ai le sentiment en réalité que dès lors qu'on porte un uniforme, le ministre de l'Intérieur de l'époque signe presque un blanc-seing à toute forme de dérapage. C'est ce que j'entends dans sa réaction et c'est ça qui est un peu scandaleux, c'est qu'en effet Monsieur le député vient pour rappeler un cas précis avec des faits. Avec des faits en effet très précis et souhaite obtenir à tout le moins une réaction sur ce cas précis. Et en réalité, comme vient de le dire Youssef, on est tout de suite dans la démagogie, presque dans l'idéologie, c'est-à-dire que en gros balayons ce que vous dites, balayons l'émotion, rappelons le respect de l'uniforme, rappelons la nécessité de préserver l'ordre à travers justement la non remise en question des pratiques des services de police et préservons ainsi d'une certaine manière l'État. Et c'est ça qui est scandaleux, c'est-à-dire qu'on a deux discours qui s'opposent, un discours fondé sur l'affect presque de la part du député et un autre discours fondé sur l'idéologie qui est pas acceptable, disons-le clairement, parce qu'en réalité, et c'est ce que disait monsieur le député en terminant son intervention, c'est que et c'est ce qu'on entend aussi d'ailleurs dans certains quartiers populaires, pas de justice, pas de paix en réalité. Ce qui est je pense, et c'est aussi d'ailleurs le vœu de certains membres des forces de l'ordre, que de faire un peu le ménage au sein de leur rang pour justement préserver d'une certaine manière comment dire, l'émission de cette institution qui est la police française. Donc assez scandaleux en effet la réponse de Bernard Cazeneuve. Ouais, tout à fait. Youssef Brakni, porte-parole du comité Adama depuis le début quasiment de cette affaire. Vous avez eu à contacter des politiques. Quelles ont été leurs réactions? Est-ce qu'il y a eu une demande peut-être d'être reçu justement par le ministre de l'Intérieur? Non, au niveau institutionnel, au niveau de ceux qui sont au pouvoir, que ce soit, c'était sous Hollande, non, il n'y a jamais eu aucune demande, rien. Je veux dire, il n'y a jamais eu aucune démarche dans le sens, par exemple, je sais pas, de recevoir la famille, comme ça a pu être le cas, par exemple, pour la famille de Ziad Ebouna. Ouais. Bon, après c'est Sarkozy, c'est pas terrible, mais bon, ils y ont quand même été, moi j'aurais pas été. Mais en tout cas, ils ont été reçus. Mais sinon, à ce niveau-là, non, au niveau des institutions, non. Mais par contre, après, au niveau des partis politiques de gauche, ceux en tout cas qui se réclament de gauche, à la gauche du PS, que pour moi la gauche c'est pas le PS c'est pas la gauche, ça a été compliqué. Au départ, il a fallu imposer un rapport de force avec ces organisations-là. Je pense à la France Insoumise, je pense au Parti communiste, je pense à Tarek, enfin bref, toutes les organisations de gauche qui aujourd'hui appellent toutes à venir manifester le 21 juillet, alors que l'année dernière, pour les 1 an, ils l'avaient pas fait, et qui ne parlaient pas de cette affaire-là forcément. Maintenant, voilà, on a grâce à un rapport de force, après je pourrais peut-être y revenir dans le détail un peu plus tard, mais en tout cas font que ce rapport de force a fait que maintenant c'est clairement pris en compte et ils ont fait des appels. Moi-même je suis étonné. Par exemple, il y a le groupe parlementaire de la France Insoumise, les 17 parlementaires de la France Insoumise appellent tous à la marche du 21 juillet à demander la vérité et la justice pour Adama Traoré. Et ça c'est unique en fait, c'est jamais arrivé. Il y a eu aucune affaire de violence policière où on a un communiqué officiel avec le tampon Assemblée nationale bleu blanc rouge et des députés qui siègent de la République et qui demandent
Vérité et Justice pour Adama Traoré dans un communiqué officiel et qui appelle même à venir manifester derrière la famille Traoré, le comité Adama, qui en fait venir manifester derrière nos slogans, derrière notre ligne politique, derrière nos revendications spécifiques. Parce que nous, le comité Adama, je pense que c'est ce qui fait l'originalité du comité, c'est qu'on parle de toutes les luttes. On parle évidemment de toutes les victimes, mais aussi on sait que c'est un système global. Par exemple, on parle d'islamophobie, on parle de négrophobie, on parle de la Palestine, on parle de mai 67 en Guadeloupe, j'y reviendrai dans mon avis tranché. Enfin bref, on parle de toute cette histoire aussi de décolonisation anticoloniale dont on se sent les héritiers. Ouais. Alors, justement, là, on parlait des politiques, on a bien compris qu'il fallait pas attendre grand-chose de leur part. Est-ce que tu sens justement ces personnes issues de quartiers populaires être derrière cette affaire, s'intéresser, peut-être essayer des personnalités, tu veux dire? Non, pas forcément. Au-delà des personnalités, alors ça peut être d'ailleurs une autre question, des personnalités justement issues des quartiers. Je pense aux footballeurs parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Je pense aux acteurs, aux chanteurs, il y en a beaucoup. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là aussi pour profiter et mettre à disposition justement leur notoriété pour être là, présent et faire des piqûres de rappel, quoi. Ouais. En fait c'est un peu compliqué. Pour ce qui est des rappeurs, du monde du rap, etc. Bon, ça c'est complètement acquis. Quasiment toute la scène rap soutient le comité Adama. Ça va de Booba en passant par Youssoupha, Fianso, Niska, etc. Ils soutiennent tous le comité Adama. Ils soutiennent tous la famille Traoré, la lutte. D'accord. Il y a même eu un concert, je sais pas si vous en souvenez, en 2016 à la Cigale, complet en 8 jours, où il y avait quasiment tout le rap français qui était là. Le 21 juillet, il y aura un concert à la fin, un concert qui est organisé justement par Youssoupha. Youssoupha qui est très proche du comité, qu'on voit régulièrement, qui nous soutient à fond et qui met toujours son réseau à notre service, au service de la lutte. Donc au niveau du rap, ça va. Mais le gros problème, en fait, c'est ça le problème en France, c'est que dans l'autre monde, souvent quand on regarde chez les acteurs, par exemple, ou chez les chanteurs qui ne viennent pas du rap, etc., c'est très timide, voire il y a quasiment aucun soutien. Et les footballeurs encore pire. Les footballeurs, il y a eu aucun footballeur qui s'est jamais prononcé sur les violences policières. Déjà pour le cas d'Adama Traoré, mais même là, tout récemment, je veux dire, on est en pleine Coupe du Monde, on a une équipe de France qui est issue à 70%, je crois 60% des quartiers populaires, mais vraiment des quartiers populaires. Il y a pas Mbappé vient de Bondy, l'autre je sais pas d'où il vient. Ils viennent tous vraiment des quartiers. Vraiment, c'est comme on dit, c'est le terre-terre là. Vraiment 100%, c'est 100% fabrication des quartiers. Et en fait, la vérité, c'est que c'est comme on l'a écrit sur notre page Adama, on a fait un petit hommage à Adama qui aimait énormément le foot, qui vivait à travers le foot même. Lui, il a voyagé dans toute l'Europe en suivant ses équipes de foot préférées. Il jouait au foot tout le temps. C'était vraiment ça. Dans sa courte vie, le foot a eu une très grande place. Et je me dis que fait le foot ne lui rend pas. Le foot ne lui a pas rendu, et surtout, je me dis que quand on regarde Adama, quand on regarde Aboubacar Fofana qui a été tué en pleine Coupe du Monde là, à l'âge de 22 ans d'une balle dans la gorge, en fait, il ressemble à ces tués. Les joueurs de l'équipe de France ressemblent énormément à ces petits-là. Et en fait, je me dis que ces joueurs, ça aurait pu être eux. Il m'appelle à 19 ans, Aboubacar, il avait 22 ans quand il est mort. Adama, il a eu 24 ans le jour de sa mort. Et je me dis qu'ils se ressemblent tellement, ils viennent du même milieu, ils sont issus de la même immigration africaine, la même culture, c'est vraiment là, ils parlent de la même façon, etc. Et je me dis, mais comment c'est possible de faire une Coupe du Monde comme ça, sans même pas évoquer une fois, je sais pas, au micro, au détour d'un studio, etc. Parce que les micros, maintenant que c'est gagné. Mais peut-être parce que justement, avoir un avis tranché sur sur ce type de sujet, ça peut amener tout simplement à l'exclusion de l'équipe de France. On l'a vu notamment avec Benzema qui veut pas forcément chanter la Marseillaise. On peut dire que c'est une prise de position politique. Benzema, c'est non mais enfin, je veux dire, c'est peut-être Benzema, c'était encore autre chose, mais c'est vrai que comme tu dis, peut-être qu'ils pensent ça. Moi, je pense que c'est les sponsors qui jouent énormément sur ça. Mais après, moi, je prends le cas des États-Unis. Souvent, on regarde les États-Unis, on est horrifié sur le niveau démocratique de ce pays. On se dit, oh, c'est chaud, surtout sous Trump, etc. Mais moi, ce que j'ai vu sous le règne de Trump, là, justement, j'ai vu des sportifs, des footballeurs américains. Donc le football américain, pas le soccer, comme ils disent, qui font une distinction. Les joueurs de football américain qui posaient un genou à terre pour protester contre la politique de Trump. Et c'est des milliardaires, hein. C'est des millionnaires qui aussi ça aurait pu leur coûter cher. C'est comme le président des États-Unis. Il est très autoritaire, il est capable de tout, on l'a vu. Il sanctionne sans aucun problème, etc. À un moment donné, il y a des gens là-bas, des sportifs qui ont osé, se mettre face au président. Vous de solliciter justement Oui, on essaye par des contacts, etc. Oui, on essaye, mais c'est pas facile du tout. Il y a une frilosité extraordinaire. Et surtout qu'ils doivent beaucoup. Il y en a clairement qui t'ont dit, Youssef, qui vous ont dit, moi, ça comporte trop de risques pour ma carrière. Sans citer de nom. Il y a un joueur, il y a un joueur qui a dit, qu'effectivement, pour une photo, il a dû demander 2 fois à son agent. Ah oui. Pour une photo, c'était compliqué.
Ouais. C'était très compliqué, la fécondation de son agent, etc. Et je vous parle là d'un joueur issu de quartier, etc. Ouais. Et quand on le voit aux États-Unis, même les chanteurs. Par exemple, quand on voit Beyoncé c'est pas rien quand même. Elle a été d'ailleurs au Stade de France hier. Non, Stade de France. Lapsus à Bercy. Beyoncé, il faut savoir que Jay-Z et Beyoncé financent Black Lives Matter. Ouais. Ils mettent des milliers d'euros. Prince, qui est mort récemment, on a découvert qu'il avait donné $100,000 à Black Lives Matter Amérique. Et à un moment donné, ils mettent même la main à la pâte. Parce que c'est aussi une guerre financière. Ouais. L'État déclare la guerre financièrement. Parce qu'il faut savoir que quand les familles se mettent face à ce système, en fait, tout est pris en charge pour les policiers et les gendarmes. Hein. Tout. Une expertise, c'est des milliers d'euros. Une contre-expertise, c'est des milliers d'euros. Des avocats, ça coûte très cher. Surtout dans ce genre d'affaires, il faut des avocats quand même qui peuvent tenir face à l'État. Parce qu'il faut pas se mentir, on a eu des avocats qui ont flippé. Hein. On a des avocats parce qu'ils savent très bien que là, tu t'attaques à l'État, tu t'attaques aux institutions, tu t'attaques à une des institutions les plus anciennes de France, qui est la police nationale. C'est pas présent dans tous les pays. Hein. Faut savoir que c'est une histoire qui est liée à Pétain, etc. Donc c'est bien enraciné dans l'histoire de France. Eh bien, des avocats, voilà, on est obligé de prendre certains qui coûtaient un peu cher. Et il faut le savoir que dans cette histoire, dans la famille d'Adama Traoré, quand on a 5 frères en prison, en fait, c'est plusieurs affaires qui se sont cumulées. Ouais. Des gendarmes ont monté plein d'affaires. Par exemple, tu prends Bagui, il a 3 affaires. Yacouba, il en a 2. Youssouf, il en a 2, etc., etc. Et à chaque fois, c'est des audiences. Bon, toi, Anissa, toi, t'es avocat, tu sais très bien, c'est du temps, c'est du temps qu'ils dégagent, c'est du temps où ils ne sont pas sur d'autres affaires. Alors, on a des avocats super qui demandent pas grand-chose, mais vraiment pas grand-chose. Alors que c'est des grands ténors du barreau. Il y a Bouzrou, il y a Marcini, il y a Lastel. Il y a vraiment des grands avocats, mais quand même, il faut quand même contribuer. On est obligé de donner quand même parce que voilà, c'est normal, tout travail mérite salaire. Ils le font super bien en plus. Et donc voilà, même financièrement, c'est très compliqué. Voilà, on vend des t-shirts, on fait parfois des merguez, on essaye de faire ce qu'on peut, quoi. Bon, on s'en sort pas trop mal comparé à d'autres, mais c'est très très compliqué. Faut savoir que par exemple, Assa Traoré ne travaille plus. Assa Traoré, depuis la mort de son frère, elle a arrêté de travailler. Parce qu'elle fait ça à 100%. Là, elle est dans les bouchons, elle court. Elle était à Sarcelles, dans un quartier populaire de Sarcelles, pour faire l'appel au 21 juillet. Et c'est 24 heures sur 24. Hier, on était à Ivry. Avant-hier, on était à la Grande Borne. L'autre jour, on était à Montreuil. Sarcelles, à nouveau. On a fait vraiment le tour de tous les quartiers, la Goutte d'Or, etc. Tout est sur la page La Vérité pour Adama. Il y a toutes les vidéos, tous les lives, etc. Et ça, c'est du temps. Donc à ça, là, concrètement, elle a 3 enfants. 4 maintenant parce qu'elle a récupéré le fils de Bagui, son frère qui est en prison. Donc elle a 4 enfants à charge, elle est mariée, elle a un foyer, etc. Et la lutte, elle est très difficile, elle est très compliquée, surtout d'un point de vue financier. Alors on reviendra tout à l'heure, mon cher ami Youssef, aussi sur cette marche de l'année dernière qui a été comment dirais-je, on a eu de tentatives d'empêchement, faut le dire clairement. Oui, clairement. Jusqu'à même d'ailleurs supprimer des trains. Enfin, il y a eu un train supprimé. Des trucs bizarres. Un train supprimé au dernier moment. Alors j'ai envie de vous dire, Youssef, des trains supprimés, il y en a tout le temps la SNCF. Ouais, mais comment C'était le train qui emmenait directement pour arriver à l'heure pile. En fait, il y avait 2 trains pour arriver à l'heure. Le deuxième a été supprimé. Tous les soutiens ont dû sortir, prendre un bus qui leur a fait faire le tour du monde. Et d'ailleurs, on le voit très bien à la marche. Tout d'un coup, elle a gonflé. D'un coup, il y a eu tout d'un coup un afflux extraordinaire de personnes qui ont pu enfin arriver à temps, quoi. Ouais. Et il y a eu ça. Et puis il y a eu aussi un policier contre qui d'ailleurs la famille Traoré porte plainte, qui avait aussi tenu des propos diffamants contre Adama Traoré, qui a dit comme quoi, il avait sorti un jeune en disant ce délinquant ou ce voyou et tout, vous avez pas allé à sa marche ou je sais pas quoi. Ça a été filmé, tant pis pour lui. Et donc Yacine Bouzrou a porté plainte pour diffamation contre lui, mais c'est en cours. Bon, alors justement, dans un instant, on va faire un petit retour en arrière parce qu'on parle de l'affaire Adama Traoré, bien sûr, mais il y en a eu bien d'autres, et histoire de ne pas les oublier, il est bon de les rappeler. Parce qu'il faut pas compter sur les autres pour le faire. Donc, on va le faire ici, au travers de l'avis tranché de notre ami Youssef Brakni et Anissa Regui qui est avec nous, et Assa Traoré qui arrive dans le studio tout de suite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 aujourd'hui pour cette émission spéciale, et j'ai envie de dire que ça tombe très bien d'ailleurs cette émission parce que alors que les autres médias, Youssef, Anissa, sont focalisés sur cette victoire de l'équipe de France, très bien. Il y a que ça là. On prend acte évidemment, mais il y a un autre côté, un autre aspect de la France qui est beaucoup moins glorieux et qu'on souhaitait mettre en lumière au travers d'une journée qui va être organisée samedi prochain, une marche pour Adama Traoré, à la mémoire d'Adama Traoré. Ça sera du côté de Beaumont. Youssef, on y reviendra dans un instant, mais on va d'abord saluer Assa Traoré qui est arrivé en studio. Bonsoir Assa. Bonsoir. Merci d'être là. On va parler, je sais, ressasser, j'allais dire, des douleurs qui sont évidemment encore bien présentes et qui sont pas près de s'atténuer malheureusement.
Assa, si tu le veux bien évidemment, nous parler de ton petit frère, Adama Traoré, tué il y a 2 ans, le jour de son 24e anniversaire. Et c'est un véritable drame que vit votre famille, puisque c'est un mort et 5 frères en prison. Vous imaginez donc la maman, dans quel état elle peut se trouver. En tout cas, il y a un comité qui fait le boulot, qui travaille très bien. À ça, d'ailleurs, tu as, comme le disait tout à l'heure Youssef, arrêté de travailler depuis la mort de ton frère et consacre donc entièrement ton temps à obtenir ou tenter d'obtenir la vérité et justice pour Adama et pour faire sortir et tenter de faire sortir donc tes autres frères encore aujourd'hui en prison au nombre de 5. Alors justement, avant de parler avec toi, avant de parler de cette affaire, terrible affaire, j'ai demandé à notre ami Youssef Brakni, que tu connais très bien puisqu'il est porte-parole de ce comité, qui est aussi donc chroniqueur du LGF et qui donc va nous faire un retour en arrière donc sur ces violences policières qui sont très nombreuses à ça, amis auditrices, auditeurs, très nombreuses évidemment depuis de nombreuses années. Et j'ai demandé donc à Youssef, en tant que prof d'histoire aussi, et très concerné aussi militant depuis de nombreuses années, de revenir justement sur ces violences qui sont très nombreuses malheureusement au travers de son avis tranché. C'est parti. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors mon cher ami Youssef, donc nous, comme promis, tu vas revenir donc au travers de ton avis tranché sur ces violences policières très nombreuses et tu as fait un petit récap et retour sur ces grandes affaires et ces hommes oubliés. Oui, alors je pense que pour parler des violences policières, il faudrait remonter tout de suite, du coup, 1 an avant l'indépendance de l'Algérie, c'est-à-dire au 17 octobre 1961. Le 17 octobre 1961, ça a été une grande opération de violence policière, de crimes policiers à grande échelle dans Paris, où on a eu 300 Algériens qui ont été tués, pour certains ligotés, jetés à la Seine. Durant toute la nuit du 17 octobre 61. Donc c'était des familles désarmées qui étaient venues pacifiquement demander la fin du couvre-feu raciste qui ne concernait que les Nord-Africains à l'époque et qui avait été mis en place par Maurice Papon. Eh bien, la plus jeune victime de ces 300 massacrés était une petite fille, je dis bien une petite fille de 14 ans, Fatima Benamar, qui a été retrouvée dans la Seine, son corps flottant. Ensuite, donc à partir de là, on peut dire qu'on peut dater, c'est de là que commencent les premières violences policières sur le territoire national, sur le territoire de l'Hexagone. Ensuite, à partir de 61, on a eu un autre grand crime de masse qui a été aussi perpétré cette fois-ci en Guadeloupe. Ça a été en Guadeloupe, ça a été mai 67. Mai 67 où on a des révolutionnaires guadeloupéens qui demandaient le respect de leur dignité, qui au départ étaient des manifestations pour réclamer une plus grande justice, qui réclamaient tout simplement le respect de leur dignité, mais qui étaient soumis à des restrictions au niveau économique parce que c'est une île et que tout était très cher, etc. Et donc très vite ces manifestations se sont aussi ont aussi tourné sur la question de l'indépendance de la Guadeloupe. Eh bien, la gendarmerie, les militaires vont tirer sur la foule, sur ordre de l'État français, et on aura des centaines de morts aussi également là en Guadeloupe. Et à partir de là, à partir de ces années 60, c'est pour ça qu'il faut remonter à très loin, je te dis, il faut remonter au-delà des années 80, on a en France des immigrés qui viennent s'installer massivement. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que les violences policières n'ont jamais cessé. Dans les années 70, on avait ce qu'on appelait des ratonnades. Dans en plein cœur de Marseille ou dans d'autres grandes villes, on avait des populations, donc souvent à l'époque c'était des Algériens, c'était eux qui étaient présents massivement sur le territoire, qui étaient ratonnés, comme on dit, c'est-à-dire des chasses à l'homme. Des jeunes hommes qui étaient lynchés jusqu'à la mort, en pleine rue, faut le savoir, à Marseille, à Paris, etc. Ensuite, ça c'était, on va dire, les premières générations d'immigrés, donc c'était plutôt des jeunes hommes ouvriers qui venaient travailler pour reconstruire la France et qui venaient dans les usines. Hein, on se souvient à l'époque, c'était la grande relance économique après la guerre.
Et on se dit que peut-être que on s'est dit, moi je parle beaucoup avec des anciens militants de cette époque, des années 70. À l'époque, ils me disaient, nous, on était persuadés que le racisme allait disparaître avec nos enfants, qu'en fait, nous, à la limite, on était des étrangers, on n'était pas acceptés, la guerre d'Algérie était très récente, la décolonisation était très récente, le racisme était encore très présent, elle imprégnait encore la société française, et ils étaient persuadés que après, quand leurs enfants allaient naître sur le territoire national, qu'ils allaient fréquenter les mêmes écoles, l'école de la République, etc., que le racisme allait disparaître. Or, il n'en est rien, puisqu'on le voit dans les années 80. Dans les années 80, il y a énormément de jeunes tués, soit par la police, ou soit par des gens, par des personnes qui, de leur fenêtre, tiraient à vue. Il y avait énormément de morts à ce moment-là, de personnes qui, de leur fenêtre, je sais pas, à un moment donné, il y avait un groupe de jeunes qui faisait trop de bruit, boum, on tirait dans le tas, un mort. Quelqu'un qui s'approchait trop près de votre voiture, un tir, 22 longs rifles, un mort. Il y a eu ça, et puis d'autre part, il y a eu aussi les crimes policiers qui continuaient. Et je pense notamment à Toumi Jaja, qui est donc de la banlieue de Lyon, et qui du coup était juste descendu de chez lui parce qu'il avait entendu du bruit, et il y avait un jeune qui se faisait attaquer par un chien policier. Il est en train de se faire déchiqueter par le chien du policier. Toumi Jaja s'interpose et il prend une balle dans l'estomac. Toumi Jaja, il est pas inconnu, il est très très connu, même c'est lui qui va être à l'initiative de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Donc cette fameuse marche qui part de la banlieue lyonnaise, parce que pendant très longtemps en France, faut le savoir, le centre politique de l'immigration c'était Lyon. Et bien on a cette marche qui va démarrer et qui va se terminer à Paris par 100 000 manifestants, du jamais vu. Donc la marche contre l'égalité et contre le racisme. Mais les premières émeutes, les premières révoltes, comme on les appelle nous dans le milieu militant, c'est 1979. Une grande révolte à grande échelle dans la banlieue lyonnaise. Et depuis 79, les révoltes n'ont jamais cessé. Et à chaque mort, à chaque bavure policière, à chaque violence policière, même parfois sans forcément qu'il y ait la mort, on a à chaque fois ces explosions de révoltes urbaines qui sont clairement la matérialisation du malaise de cette jeune génération née en France, qui vont dans les mêmes écoles que les autres Français, mais qui restaient toujours exclus de la société française. Et donc de cette génération, de cette seconde génération là dont je parlais tout à l'heure, va naître un mouvement qui s'appelle le MIB, le mouvement de l'immigration et des banlieues, qui durant toutes les années 90 vont faire un travail extraordinaire, un mouvement comme il n'y en a pratiquement jamais eu. C'est-à-dire qu'on a un mouvement qui sur toute l'échelle nationale, à chaque fois qu'il y aura un mort quelque part, à chaque fois qu'il y aura un tué par la police, tout de suite le MIB va arriver et va ramener une certaine méthodologie. Ils vont voir ces jeunes, ces familles en leur disant: nous on fera pas à votre place, nous on vient juste vous apporter une méthode, on vient vous apporter un savoir-faire militant entre guillemets, mais c'est vous qui allez mener votre propre lutte. Et surtout vous, famille de victimes, amis de la famille, etc. Vous allez aussi aider d'autres familles qui sont dans le même besoin. Vous n'allez pas vous occuper que de votre affaire. Vous allez aussi vous occuper de toutes les oppressions qui peuvent y avoir, qui pouvaient se dérouler à l'époque sur le territoire national. Et donc cette méthodologie elle est très très importante. Elle va donner des résultats. Elle va faire en sorte qu'on va enfin sortir de l'anonymat les violences policières. Et c'est de là que moi je viens. C'est de là que vient notre génération de militants. Si aujourd'hui nous on est là à parler des violences policières, à faire en sorte que ce soit médiatisé, si le comité Adama aujourd'hui a autant de force, c'est parce qu'auparavant des centaines de militants, je dis bien des centaines de militants de l'immigration, ont littéralement sacrifié leur vie. Je dis bien sacrifier leur vie pour qu'aujourd'hui le sujet des violences policières soit un sujet. Et je vous le dis, juste un sujet, parce que tout le débat à l'époque c'était de sortir de l'anonymat les crimes et les violences policières. Et évidemment notre génération, ça a été, on peut pas ne pas en parler, ça a été 2005, les fameuses révoltes de 2005, fait inédit en France, où sur tout le territoire national pendant 3 longues semaines, on va avoir une explosion sur tout le territoire comme c'est jamais arrivé. Et à cette explosion de violence, la République française va répondre par une loi d'exception, encore une fois, une loi raciste qui s'appelle l'état d'urgence, qui n'avait été appliquée auparavant que pour l'Algérie et pour la Nouvelle-Calédonie, qui est aussi un cas colonial. Il va être appliqué dans que les territoires où résident les descendants de colonisés, à savoir les quartiers populaires, où il sera interdit, il y aura un couvre-feu, il sera interdit de sortir, de se regrouper, etc., etc. Et depuis 2005, malheureusement, moi j'étais jeune à l'époque, ça a été vraiment un élément pour moi de conscientisation politique, mais je ne me serais jamais imaginé, je pense à l'époque, être en 2016, venir à Beaumont-sur-Oise et être aux côtés de la famille Traoré avec d'autres militants. On ne serait pas imaginé qu'il y aurait eu encore à nouveau autant de jeunes qui allaient mourir entre les mains de la police et de la gendarmerie. Merci Youssef pour ce retour et ce fait historique. Peut-être première réaction à ça, sur ce qui vient d'être dit, sur cette retour en arrière, sur ces dates importantes que dresse Youssef à ça. C'est à toi. J'ai pas entendu. Oui.
Donc retour sur ce que vient de dire Youssef, peut-être une réaction sur ces violences que vient d'énumérer donc Youssef, qui datent pas d'aujourd'hui, hein, ça remonte à à quelques années maintenant. Et c'est maintenant limite ancré, hein. Finalement on n'en parle quasiment plus, à l'image de l'affaire de votre frère, à ça. Oui. C'est malheureusement un combat permanent, et comme le dit Youssef, on n'était pas si loin. Il y a en 2005 l'affaire Ziad Ebouna. On n'aurait pas cru qu'aujourd'hui, en 2018, on soit encore en train de parler de ce type d'affaires, et qui se multiplient dans un silence assourdissant. Malheureusement, mon frère va s'ajouter à une très longue liste, comme Youssef vient de le rappeler. Adama, c'est pas le premier à se faire tuer par ses forces de l'ordre. Il s'ajoute à une très 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 longue liste, et malheureusement, une longue liste va venir s'ajouter sur le nom de mon frère. On va remonter très loin. Aujourd'hui, la France va déshumaniser nos frères. Je le dis, quand on va gagner le combat de mon frère, quand on va gagner le combat d'Adama Traoré, c'est quand on aura renversé ce système. Parce que quand mon frère se fait tuer ce 19 juillet 2016, quand les gendarmes vont tuer mon frère ce jour-là à cause d'une pièce d'identité, parce qu'il faut savoir que la journée de mon frère, elle commence le matin à 10h. Racontez-nous d'ailleurs, pour les auditrices auditeurs qui, on peut pas leur reprocher, à la limite, n'ont pas eu accès, parce qu'il a tellement pas été médiatisé cette affaire, qu'ils sont peut-être même pas au courant, certains d'entre eux. Pourtant on en parle régulièrement ici, au travers de la présence de Youssef, mais pas seulement. Racontez-nous comment ça s'est passé, ce fameux 19 juillet 2016. Ce 19 juillet 2016, la journée de mon frère, elle commence à 10h. Elle commence à 10h du matin, quand la mairie de Champagne-sur-Oise va appeler pour dire que sa pièce d'identité est prête et qu'il peut venir la chercher. Ma mère va l'appeler et va dire à Adama, tu peux venir chercher ta pièce d'identité. La journée va passer. Malheureusement, Adama n'aura jamais eu le temps d'aller chercher sa pièce d'identité. Un de mes petits frères, Bagui, qui est aujourd'hui en prison pour tentative d'assassinat sur ces gendarmes, qui aujourd'hui risque plus de 30 ans de prison suite aux révoltes qu'il y a eu dans le quartier. Nous sommes dans l'attente du procès. Subit un contrôle d'identité. Ce jour-là, il faisait plus de 30 degrés. Adama passait en vélo dans son avec son bermuda, sa chemise à fleurs et son bob. Et ce jour-là, il avait juste envie de faire un vélo. C'était son anniversaire. Mon frère venait juste d'avoir 24 ans, le 19 juillet, avec sa sœur jumelle, Awa. Et quand il voit son frère se faire contrôler et qu'il n'a pas sa pièce d'identité, je pense que mon frère va partir. Il va partir en pédalant très vite sur ce vélo, et sans aucune raison. Mais sans aucune raison, ces gendarmes vont lui courir après. On va lui courir après, l'interpellation de mon frère va se faire en 2 temps. Dans un premier temps, mon frère va se faire tabasser à 200 mètres du centre-ville de Beaumont par un gendarme. Une personne que Adama connaît va tenter de s'interposer pour défendre Adama, parce que ces gendarmes sont en civil et ne portent pas de brassard, donc ils pensent qu'Adama se fait agresser. Il va s'interposer, cette personne va elle-même se faire tabasser à 100 par ce gendarme. Adama va courir pour aller dans un appartement d'une personne qu'il connaît, et c'est là que mon frère va subir un plaquage ventral. Il faut savoir que mon frère est dans cet appartement, une toute petite pièce. Ce jour-là, Adama n'a jamais eu de pouvoir. Adama ne traversait pas les murs. Adama n'était pas armé. Il avait juste le ventre contre sol dans cet appartement. Ces gendarmes vont venir, ces militaires vont venir et ils vont monter sur mon frère. Mon frère va porter plus de 250 kilos sur lui. Ils vont lui faire subir un plaquage ventral. Adama va leur dire, je n'arrive plus à respirer. Ce que je vous dis là, ce sont les propos repris lors de la première audition des gendarmes. Adama va leur dire, je n'arrive plus à respirer. Ils vont continuer. Il faut savoir que ces techniques d'immobilisation sont interdites dans plusieurs pays frontaliers européens, sont interdites dans plusieurs pays aux États-Unis, mais qui continuent à être pratiquées en France et qui ramènent qui ramènent le plus souvent à la mort. Et les personnes qui seront tuées sont bien évidemment que des Noirs et des Arabes. Et ils vont traîner mon frère dans ce véhicule. Ils vont le traîner, chaque gendarme va prendre Adama d'un côté. Ils vont le traîner dans ce véhicule. Et dans ce véhicule, Adama va leur dire, je n'arrive plus à respirer. Adama va uriner sur lui. Ce jour-là, ils auront un droit de mort sur la vie de mon frère. Ils vont décider que Adama Traoré allait mourir ce jour-là. Ils étaient à moins de 300 mètres à l'hôpital. Ils auraient pu porter Adama à bras nus et l'emmener à l'hôpital. Mais ce jour-là, ces militaires, ces gendarmes ont décidé qu'Adama Traoré allait mourir. Ils ont eu un droit de mort sur sa vie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la peine de mort est abolie. Il n'y a plus d'esclavage. Ils n'ont pas droit de vie, ils n'ont pas droit de mort sur nos vies. Ils vont conduire Adama à plus de 5 minutes en voiture. Ils vont le jeter dans la cour de cette gendarmerie à Persan. Et ils vont nous dire qu'ils vont lui apporter les premiers soins à Adama. Notre avocat, maître Yassine Bouzrou, quand il va reprendre
l'affaire une semaine après, il va s'apercevoir qu'il manque les rapports des pompiers et des SAMU. Il va exiger que ces rapports réapparaissent. Les rapports vont réapparaître. Et quand ils vont réapparaître, les pompiers vont nous dire dans la déclaration de ces pompiers, on va nous dire que quand ils arrivent dans cette cour de gendarmerie, Adama a les menottes au poignet, ventre contre sol et jeté au fond de la cour de la gendarmerie. Les gendarmes ne lui avaient apporté aucun soin, ne l'avaient même pas mis en position PLS. Les pompiers vont demander aux gendarmes retirez-lui les menottes. Les gendarmes vont dire non. Les pompiers vont insister. Ils vont dire c'est un jeune homme de 24 ans. On ne peut pas le laisser mourir. Retirez-lui les menottes. La mort officielle de mon frère est déclarée à 19h05. La journée va continuer parce que, bien évidemment, nous ne sommes pas au courant. Ils vont pas nous informer. Aux alentours de 20h, un de mes petits frères, Samba, qui est aussi en prison depuis presque 2 mois maintenant, quelqu'un va l'appeler et va lui dire Samba, ton frère a fait un malaise. Mon frère va se rendre avec ma mère à l'hôpital tout de suite. Il n'y a pas d'Adama Traoré. Ils vont appeler tous les hôpitaux des alentours. Il n'y a pas mon frère. Mon frère va appeler les pompiers qui vont les basculer directement vers la gendarmerie. Et là, ma mère va appeler Tata. Tata qui est la maman d'Adama, que nous appelons tous Tata. Adama même l'appelait Tata. Elle va dire Tata, ne viens pas jusqu'à l'hôpital, arrête-toi à la gendarmerie, il se passe quelque chose de pas normal. Tata va s'arrêter à la gendarmerie aux alentours de 21h. Elle va sonner, elle va dire je veux voir mon fils, j'ai entendu dire qu'il avait fait un malaise. Les gendarmes vont lui répondre madame, votre fils il va très bien, vous ne pouvez pas le voir, il fait tard. Elle va dire est-ce que vous avez appelé un avocat? On va lui répondre si Adama a besoin d'un avocat, nous appellerons un avocat. Elle va dire cette phrase si il arrive quelque chose à mon fils, je porterai plainte contre vous. Et elle va rester parce que Beaumont nous sommes dans un petit village. Beaumont est une toute petite ville avec plusieurs villes limitrophes et tous les allées-venues se font ressentir. Donc elle va rester. Et le bruit va courir en disant qu'il se passe quelque chose de pas normal dans la gendarmerie. Les habitants de Beaumont vont venir, les amis d'Adama vont venir, toutes les villes limitrophes vont venir devant cette gendarmerie. Moi ce jour-là, j'étais pas là, j'étais en Croatie avec des jeunes sur un séjour. Et aux alentours de 23h, j'ai mon petit frère Yacouba qui a eu son jugement le 3 juillet, va mettre son pied devant la porte de la gendarmerie. Et il va voir un gradé, il va dire à ce gradé je veux voir Adama. Ce gradé va sortir et il va dire qui est la maman de Adama. Tata va se présenter, elle va rentrer avec Yacouba. Et on va lui dire si on vous dit quelque chose, est-ce que vous allez pas mal le prendre? Bien évidemment, ils vont dire non parce que pas une seule seconde on pense à la mort. Et c'est comme ça, en plein milieu de la cour, qu'ils vont annoncer à mon frère et à ma mère que Adama est mort. Et là, Yacouba va rentrer dans tout son état, va hurler, va sauter. Les gendarmes vont venir lui sauter dessus. Et après, 1 an après, on va venir chercher Yacouba pour intrusion et violence dans la gendarmerie. Le 19 juin, on va venir chercher Yacouba, le mettre en garde. Il va faire 48 heures de garde à vue et 4 gendarmes vont porter plainte contre lui dans la nuit de ce 19 juillet. Le procès est passé le 3 juillet. Yacouba a été acquitté. Et voilà comment le combat va commencer. Voilà comment nous apprenons la mort de mon frère plusieurs heures après qu'il soit mort. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire, heureusement que ma famille et les amis d'Adama sont restés devant cette gendarmerie et que mon frère a mis le pied devant cette gendarmerie. Peut-être qu'on aurait même pu retrouver le corps de Adama où ils auraient caché toutes les preuves qui pouvaient en tout cas nous aider pour trouver la vérité et la justice pour mon frère. Et le combat va commencer pour la famille Traoré parce que il faut savoir qu'on n'a pas pleuré, on n'a même pas mis 24 heures pour pleurer. Tout de suite, aujourd'hui c'est moi la porte-parole du combat justice et vérité pour Adama, mais le combat de mon frère est un combat local, est un combat qui a été porté localement par les personnes de Beaumont, Persan, Champagne, L'Isle-Adam, Bruyères, Berne et j'en passe, qui se sont mobilisés, qui ont dit on veut justice et vérité pour Adama. Il y a eu des révoltes pendant plusieurs semaines à Beaumont. Les médias sont venus, les jeunes se sont organisés, ils ont été devant la gendarmerie, ils ont fait un sitting, ils ont été à la mairie où ils ont exigé d'avoir le corps de Adama. Et on s'est mobilisé, on a fait une marche, on a organisé une marche avec eux. Donc le combat, si aujourd'hui nous sommes là aujourd'hui sur France Maghreb à Paris, c'est que le combat Adama est d'abord une force locale qui a été portée nationalement et qui a été portée internationalement. Donc le combat va commencer parce qu'on va criminaliser mon frère. Il faut savoir que dans les affaires de meurtre
de policiers et de gendarmes, tout de suite, les gendarmes dans l'affaire de mon frère ne sont plus des coupables, mais vont devenir des victimes. Et Adama va devenir un coupable. Adama va être faire passer pour un délinquant. On va faire passer ma famille pour une famille de mafieux. Et les gendarmes seront presque excusés. On va dire qu'Adama est mort sous l'emprise de l'alcool. On va dire qu'Adama est mort sous l'emprise de la drogue. Qu'Adama avait une infection très grave, et avait des causes cardiaques. Et on va dire non, on va dire que c'est faux, que Adama était en très bonne santé. Il a fait un mois de Ramadan, et quelques jours avant, il a fait un tournoi toute la journée sous la chaleur avec ses amis. Et on va dire non. Et il faut savoir que 3 jours après, quand il y a la première autopsie de mon frère, nous sommes convoqués à la préfecture de Cergy-Pontoise, et là on va nous dire que nous savons que vous êtes des musulmans et que dans la religion musulmane vous enterrez le corps dans les 3 jours. On s'est permis de contacter la compagnie Air France et l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, que le corps d'Adama peut partir dès demain, que toutes les personnes souhaitant un passeport, une femme qui est autour de la table, un passeport vous sera remis sur le champ. On va les regarder, on va leur dire respectez-nous, Adama il est aussi français, il sera peut-être enterré en France. Donc non, merci beaucoup, parce que ce jour-là, ils pensaient peut-être avoir nos parents, et ils nous ont présenté ça comme si ils nous faisaient une faveur, sauf que non. Comme Youssef l'a dit, nous avons tous été dans la même école, l'école de cette république. Donc Adama est aussi français. Et tout de suite, on va demander cette deuxième autopsie, cette contre-autopsie. Mais il faut savoir que nous sommes dans un pays qui dit liberté, égalité, fraternité et démocratie aussi, ils le clament partout. Mais ils ont conscience qu'il y a une grosse partie de la population française, dont moi, ne connaissons pas nos droits correctement, ou en tout cas on ne sait pas les utiliser. Donc ils vont nous emmener le corps de mon frère avant la deuxième autopsie. Mais il faut savoir que quand on prend le corps, si on touche le corps de mon frère, le corps est souillé, et des militants qui seront là auprès de nous, comme Youssef, Samir, Almami ou tous les autres, vont nous dire attention, surtout ne prenez pas le corps de votre frère. Si vous le prenez, le corps sera souillé. On va avoir un geste violent, on va rejeter le corps de mon frère, et on va avoir cette autopsie qui va tomber une semaine après, qui va dire que Adama n'est pas mort sous l'emprise de l'alcool, ni de la drogue, ni d'infection très grave, ni de cause cardiaque, mais bien asphyxié sous le poids de ces 3 gendarmes. Et là, avec notre avocat, maître Yassine Bouzrou, il va demander à ce que le procureur Yves Janier soit dessaisi de l'affaire de mon frère, au vu de tous les mensonges qu'il y a eu, au vu de la mauvaise gestion qu'il y a eu au tribunal de Pontoise, qui a couvert tout ça et qui a surtout voulu maquiller le meurtre de mon frère. Donc il va être dessaisi de l'affaire. Notre avocat maître Yassine Bouzrou va demander à ce que l'affaire soit dépaysée, et on aura le soutien du procureur de Versailles. L'affaire sera dépaysée et va arriver à Paris en janvier 2017 avec 3 juges, chose très exceptionnelle et rare dans les affaires de violence policière. Et là, le combat il va commencer. Mais il faut savoir que quand on arrive à tout ça, quand on fait tout ça pendant ces 1 mois-là, on en paye les conséquences. Ça se paye tout ça. Quand on a en juillet 2017 l'expertise que Paris va demander, va venir confirmer la note que Adama est bien mort asphyxié et non de cause cardiaque et d'infection très grave, tout ça, ça se paye. C'est 1 an de travail. C'est 1 an de travail qu'on avait fait en arrière sans relâche. On va mettre mes frères, parce que la famille Traoré, il faut savoir, va subir des pressions, un acharnement, des répressions, des menaces de mort, et surtout des pressions judiciaires, parce qu'il faut savoir que quand le combat de mon frère va commencer, on va se rendre compte que nous avons les institutions les plus puissantes qui sont en face de nous, qui sont l'État et la justice, qui ont déclaré la guerre à la famille Traoré, à tous ses soutiens, et qui ont fait aujourd'hui de nous des soldats malgré nous, des soldats au front pour demander justice et vérité pour Adama. Mes frères sont en prison, mes frères sont devenus des prisonniers politiques, parce qu'aujourd'hui on les met en prison parce que ce sont les frères d'Adama Traoré. Il faut casser le combat. On va mettre plus de 25 jeunes de nos quartiers en prison, parce que le combat local, bien évidemment, il faut le casser. On aura une extermination de quartier pour casser ce combat local, le combat justice et vérité pour Adama. Mais plus ils sont là, plus on est fort. Le combat on le continue depuis maintenant 2 ans, presque jour pour jour. On va y revenir à ça. On va y revenir dans un instant, parce que j'ai une page de pub dans un instant pour parler notamment de cette journée de samedi que vous organisez suite de l'émission LGF, le grand forum, dans cette édition spéciale avec Youssef Brakni, Anissa Regui et notre invité Assa Traoré, pour revenir sur cette affaire Adama Traoré. Donc Assa, tu as essayé de nous dresser un petit peu cette journée
de ce fameux 19 juillet 2016 qui s'est déroulé donc du côté de Beaumont, ville où vous habitez, où toute la famille habite, hein, la famille Traoré, et parler aussi évidemment d'Adama, de ce que vous avez fait depuis 2 ans, et je pense qu'on a oublié beaucoup de choses parce qu'il y a eu tellement de choses de faites. Aujourd'hui, cette affaire, comment l'expliques-tu à ça, que les médias ne s'en sont absolument pas occupés, n'aient pas fait la une là-dessus? Je me souviens pas avoir vu une quelconque une de journaux sur l'affaire Adama Traoré, ni avoir vu, peut-être à l'exception de quelques émissions de télé sur Canal+, entre autres, mais voilà, pour parler de cette affaire. On a entendu tout à l'heure en début d'émission, tu n'étais encore pas arrivé, la question qui avait été posée par Pouria Merchahi et la réponse insultante, non pas glaçante, mais insultante du ministre de l'époque, Bernard Cazeneuve. Comment expliques-tu justement cette volonté, parce que tous les journalistes de ce pays normalement doivent être au courant de cette affaire, ne relaient pas, ne parlent pas. Est-ce qu'on peut parler d'une presse complice? Vous savez, au début de l'affaire de mon frère, dans les médias, mon frère, c'était un jeune homme. Il n'avait pas de nom, il n'avait même pas d'âge. C'était juste un jeune homme mort dans une cour de gendarmerie, où on a tout de suite criminalisé mon frère, où les gendarmes passaient pour des victimes. Ensuite, on a écorché le nom de mon frère. Il était déformé. C'était Adamo, Adamor. Donc tout circulait sur ma famille, sur mon Adama, des mensonges. Et on a installé un rapport de force très rapidement en disant déjà c'est mon frère la victime, les gendarmes sont les coupables, et vous allez relayer l'information aussi comme nous on le souhaite. Et quand vous allez parler de mon frère, vous allez dire Adama Traoré. Aujourd'hui, quand on dit pas un jeune homme, ou on dit pas Adamo, mais on dit Adama Traoré. Nous, c'était important tout ça pour de rétablir en tout cas l'identité de mon frère, parce que c'est pas juste un jeune homme qu'on tue, mais c'est un jeune garçon qui a une famille et toute une vie derrière lui. Et on va mettre en place nos propres médias, qui sont la page Facebook, Twitter, Insta, Snapchat, où tout de suite on va relayer les informations. Dès qu'un communiqué sera fait, un mensonge de leur part, on va répondre par un contre-communiqué, et ça va équilibrer très rapidement les choses, où ils vont même reprendre des communiqués de nous. Quand on va faire des gros titres, c'est quand mes frères vont être condamnés, ou sinon quand les expertises vont sortir. L'année dernière, on a eu toute la presse qui était présente à Beaumont-sur-Oise, ce qui quelques jours avant, on a l'expertise qui sortait et qui confirmait celle de la famille Traoré. Mais non, sinon l'affaire Adama Traoré, c'est quelque chose. Toute la presse était là et pourtant on n'a rien eu. Hein. Voilà, mais parce qu'ils vont pas ils vont sortir l'information comme eux le souhaitent. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il faut encore qu'on prouve. Aujourd'hui, on a prouvé au monde entier, on a prouvé à la France entière, on a prouvé à tout le monde que mon frère a bien été tué, qu'on lui a pas apporté assistance, que mon frère a subi de la violence, que mon frère, ils ont menti. On a mis leurs mensonges au grand jour, mais nous sommes aujourd'hui encore là en train d'entendre d'une contre-autopsie qui doit sortir dans les prochains jours qui arrivent, parce que quand nous sommes désignés comme des bons coupables, et quand il y a encore un doute, on met encore un doute sur nous. Ah non, il y a encore ceci, donc c'est pas. On va pas faire la une des grands journaux, on va pas faire la une de tous ces grands médias, parce que l'affaire Adama Traoré, pour eux, je pense qu'ils ont encore des doutes, alors que la vérité, elle est là. Surtout aujourd'hui, en cette période de Coupe du Monde, mon frère, ça va faire 2 ans mercredi que il a été tué. On va pas parler d'Adama Traoré parce que Adama Traoré, c'est peut-être gênant pour la France. On va pas parler d'Aboubacar Fofana parce que c'est peut-être gênant dans le décor de la France. Hier, le comité Adama a sorti un communiqué pour reprendre tout ça. Bien évidemment qu'il faut se réjouir. Tout le monde peut se réjouir de la victoire de la France, mais il faut pas oublier que une grande misère est cachée derrière, et que des jeunes garçons, des jeunes hommes se font tuer aussi par l'État français, par ses gendarmes et par ses policiers. Et oui, les médias ne vont pas en parler. Nous, on va utiliser en tout cas toutes nos plateformes possibles pour parler de tout ça. Et on va aussi écrire un livre qui s'appelle Lettre à Adama, qui est sorti bientôt, que ça va faire 1 an ou 1 an et demi bientôt, où on va raconter l'histoire de mon frère.
parce que l'histoire de mon frère ne commence pas le 19 juillet 2016, mais elle commence le 19 juillet 1992, quand il va naître à Paris, dans cet hôpital avec sa sœur jumelle. Adama Traoré a une famille, Adama Traoré a des mamans, Adama Traoré a un père, Adama Traoré a des frères et sœurs, Adama Traoré a des amis, Adama Traoré a des rêves. Et tout ça, faut qu'on le raconte, on le raconte à la France, que quand vous tuez quelqu'un, c'est pas un jeune homme que vous tuez, mais c'est une personne que vous tuez toute sa famille qui va avec. Dans ce livre, on raconte que les grands-parents d'Adama Traoré, comme des grands-parents de millions de personnes en France, ont combattu pour la liberté de cette France. On va aller chercher mes grands-pères au Mali, mes deux grands-pères qui vont faire la guerre 39-45. Un de mes grands-pères va mourir sur le sol français. Un de mes grands-pères va rentrer avec une jambe en moins pour la liberté de cette France. Et aujourd'hui, la République a tué cette France. Et quand on demande à tuer Adama, et quand on veut demander justice et vérité, c'est comme si qu'on quémandait. Ça, c'est l'histoire d'Adama Traoré qu'il faut que la France entière et tout le monde l'entende. Aujourd'hui, quand on demande la vérité, c'est un dû, c'est un droit, et on doit l'exiger. Et c'est un combat. C'est un combat qu'on doit à mon frère. Dans ce livre, on parle de ma famille, parce que quand on vient s'attaquer à ma famille, on vient s'attaquer à la cellule familiale, ce qu'ils ont vite compris, que la famille Traoré est une famille très soudée et très aimante. Donc si on vient casser ce socle-là, on va les fragiliser. Mais en fait, ça, ils y arrivent pas, parce qu'ils ont pas compris que ce combat, quand on le fait pour mon frère. On le fait parce qu'on lui doit. On lui doit ce combat à mon petit frère. Et dans ce livre aussi, on parle de toutes ces victimes qu'il y a eu. On peut même pas toutes les citer tellement il y en a, mais on va en parler de quelques-unes. Et surtout, on va parler de comment la France a un manuel, et il va sortir ce manuel à chaque fois qu'il y a un crime policier ou de gendarme, et ça sera systématiquement la même chose pour chaque victime. Voilà comment aussi on s'impose, parce que l'histoire, ils écrivent nos histoires à travers tous ces médias. Ils vont donner tous des mensonges, ils vont donner les informations qu'ils veulent. Nous, on va leur répondre avec cette lettre, ce livre, Lettre à Adama, en disant nous aussi, on va écrire notre histoire, on va raconter l'histoire de mon frère, et c'est celle-là. Donc aujourd'hui, on continue à combattre, on continue à être là, et quand on dit que le combat d'Adama Traoré, on va le gagner, on le gagnera seulement quand on aura renversé ce système qui tue nos frères, qui tue tous ces jeunes hommes, qui tue tous ces jeunes garçons, parce que nos garçons, depuis le plus jeune âge, on en parle aussi dans le livre Lettre à Adama, où le doigt est pointé sur eux depuis leur scolarité, depuis la préadolescence. Ça commence très 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 tôt, depuis qu'ils ont 11 ans, 12 ans, 13 ans, ça va continuer sur eux, sur la scolarité, sur l'orientation scolaire, sur l'orientation professionnelle, où le doigt va rester pointé sur ces jeunes garçons jusqu'à les cloisonner dans ces quartiers. Et quand ces policiers, ces gendarmes arrivent dans nos quartiers, nos frères sont déshumanisés à leurs yeux. Ils ne sont même pas considérés comme des humains. On va leur cracher dessus, on va les tutoyer, on va les violenter, on va les frapper, on va les violer, et on va les tuer. Mon frère est mort à cause de ce système-là. Quand on vient tuer mon frère, ils n'ont pas une liste dans leur gendarmerie en disant aujourd'hui le 19 juillet, on va venir tuer Adama Traoré le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans. Ensuite, ils ont pas un autre nom qui va dire on va les violer, Théo. Et ensuite, ça sera le tour de Gaï Camara, on va lui mettre une balle dans la tête. Et oui aussi, avec Aboubakar Fofana, une balle dans la gorge. C'est ce système-là. Tant qu'on n'aura pas renversé ce système-là, le combat d'Adama Traoré, on ne l'aura pas gagné. C'est pour ça que c'est important de venir marcher ce 21 juillet, parce que c'est un combat qui appartient à tout le monde. C'est plus un combat qui appartient à la famille Traoré. Parce que ce combat-là, on le gagnera quand on va leur dire que ces jeunes hommes, que ces jeunes garçons ont le droit de participer à la construction de ce monde, ont le droit de participer à la construction de cette France, ont le droit de participer à la construction de leur propre vie. Parce que quand on se fait contrôler plus de 5 fois par jour, c'est qu'on n'a même plus de contrôle sur sa propre vie, on peut même plus circuler comme on le souhaite. C'est de dire, ces jeunes hommes, ces jeunes garçons-là, ils ont un cœur, ils ont un cerveau, ils ont des membres, ils savent bouger, ils savent réfléchir, ils ont des femmes, ils ont des enfants, ils ont des petites copines, ils ont des rêves, ils n'ont pas le droit de venir tuer tout ça. Ils n'ont pas le droit de venir, et avoir un droit de mort sur nos vies. Donc le 21 juillet, quand on marche, c'est la marche Adama, mais c'est la marche pour tous les Adama, tous ces jeunes hommes-là, tous ces jeunes garçons-là qui ont droit de vivre et qui nuisent aujourd'hui à la France. Et on dit, ces garçons-là, participeront à la construction de cette France. Vous n'allez pas faire une extermination, vous n'allez pas éteindre toute la jeunesse arabe et noire de la France, parce qu'elle en fait partie. Donc le 21 juillet, oui, quand on va marcher, j'espère qu'on sera très nombreux. 14h À 14h à Beaumont-sur-Oise. La marche partira de Persan avec des trains à 14h. qui vont marcher, on l'espère.
avec des trains qui vont marcher. Donc c'est quelque chose qu'on a imposé à la préfecture cette année. On a aussi anticipé, le comité a mis en place un bus qui va partir de la gare de Persan, à partir de Gare du Nord à 14h. Donc Youssef mettra sur la page Facebook pour les inscriptions. C'est vrai que les places seront assez limitées et on sait qu'il y a d'autres villes qui vont monter aussi en car. Donc voilà, on espère que vous serez très nombreux. Il y aura, après la marche, il y aura la prise de parole de familles, de certains nombres de personnes. Et il y aura aussi un documentaire qu'on prépare avec la Rumeur Film, Amé de la Rumeur et le comité qui va reprendre le combat de mon frère depuis le mois de juillet sur les images qu'on a pu capter, même avec nos téléphones, jusqu'à la marche de l'année dernière. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on veut présenter, le combat à l'intérieur, c'est quelque chose qui ne sera pas fini et ça sera qu'une partie du documentaire, parce que tant que le combat n'est pas fini, ça sera la continuité. L'année prochaine, on repartira de cette marche, de la marche de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui. Ça fait 3 semaines avec tout le comité, Youssef, tout le monde. On va dans les quartiers, on fait le tour des quartiers d'Île-de-France, où on est reçu à bras ouverts et très chaleureusement par la population, par ces jeunes hommes, par la jeunesse, par des femmes, et où on va échanger, où on va parler, et où eux vont faire un appel à la marche au 21 pour Adama. Alors la marche le 21 juillet, c'est une volonté de votre part pour que ça se fasse là-bas. Pourquoi pas envisager de la faire à Paris, parce que c'est à eux que vous vous adressez aussi quelque part, à eux vous demandez des comptes à cette République, et pourquoi ne pas avoir choisi d'aller en plein cœur de cette capitale qui est Paris? Mon frère a été tué à Beaumont. Oui. Mon frère a une histoire à Beaumont, et quand ils viennent chez nous, ils se déplacent, ils arrivent à venir tuer nos frères. Et quand nous on se déplace, nous on arrive à venir aller sur Paris. Donc aujourd'hui, le combat Adama, pour nous, c'est une volonté de garder ce combat qui est une marque très forte localement, et de dire à toutes ces personnes-là, à tous ces soutiens-là, on entend beaucoup dans le milieu militant qui parlent de convergence. Nous, on parle de alliance, parce qu'on n'a pas vu énormément de convergence. La convergence, c'est quelque chose qui est fort, qui est dit dans leurs mots. Et quand nous, on se déplace dans les étudiants, avec les cheminots, sur Honnête, avec les postiers, c'est de dire, vous aussi, vous allez prendre le train, vous allez venir à 50 km, et vous allez venir chez nous, vous allez venir marcher à nos côtés, vous allez venir marcher derrière nous, et vous allez demander aussi justice et vérité pour Adama, parce que quand on tue nos frères, quand on tue mon frère, vous ne pouvez pas rester spectateur de tout ça, parce que il y a ce système pour le renverser, mais la population française aujourd'hui, c'est un combat. Le combat Adama appartient à toute la France, parce que le combat Adama est représentatif d'un très gros mal-être de cette France, un très gros mal-être de la jeunesse française, un très gros mal-être aussi. Ils vont utiliser la précarité qu'on a chez nous, sur les pauvres, en tout cas sur la France en général. Donc c'est important qu'ils se déplacent, c'est important qu'ils viennent à nos côtés et exiger justice et vérité pour Adama. Le 21 juillet, donc à partir de 14h. Petite question, Anissa, en tant qu'avocate, tu as écouté donc Assa, comme nous tous, revenir sur des faits qui sont là, qui ont été prouvés, et pourtant, les gendarmes ne sont pas inquiétés, tout se passe bien pour eux, et on continue de mettre des barrières. Quand je dis, et je répète en insistant, l'affaire Adama Traoré, c'est un mort et 5 frères, des frères qu'elle considère comme des prisonniers politiques. Anissa. C'est toujours difficile de discuter d'un dossier quand on n'a pas un pied dedans, j'ai envie de dire. Donc je pense que c'est plutôt une question qui aurait pu s'adresser légitimement à Maître Bouzrou, qui est un excellent confrère. Je l'ai vu en effet sur le terrain être très bon. Donc c'est peut-être à lui qu'on aurait pu légitimement poser cette question. Maintenant, je sais pas si les gendarmes en question ont le statut de mise en examen, de témoin assisté, de quoi que ce soit. Il y a rien du tout. Ils n'ont pas encore été entendus, mais il y a une plainte quand même qui a été déposée, tout ça. Mais bon, il y a encore rien, d'accord. Civile, de toute façon. Oui, d'accord. Mais bon, voilà, il n'y a pas de. C'est le jeu d'instruction. Non, mais je veux dire, pourtant, on sait au travers de rapports dont faisait référence tout à l'heure Youssef, par rapport au témoignage des pompiers, par rapport à plein de choses. On connaît la date de la mort d'Adama Traoré, l'heure, pardon. Il faut déjà qu'il soit convoqué, en effet, déjà. Pourquoi 2 ans après, on avance
en C'est vrai aucune que manière sur la vérité. C'est vrai que c'est très très particulier comme situation parce qu'en réalité, à partir du moment où il y a une plainte, il y aurait eu au moins, en tout cas, comment dire, une audition, ne serait-ce que par un service de police qui viendrait recueillir déjà d'emblée les premières déclarations des à tout le moins, on peut dire des témoins. Enfin, le terme le plus neutre serait celui-là, dire témoin. Donc, en l'occurrence, ces gendarmes. Mais là, visiblement, il y a rien. A priori, de ce que vous me dites, c'est qu'il y a rien. Ils ont même pas été entendus par un quelconque service de police. Ils ont même pas été convoqués par le juge d'instruction en charge du dossier. Ce qui est quand même assez, en effet, assez stupéfiant, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai que on est sur voilà, sur un acte alors. Je sais pas, la plainte, elle portait, c'était quoi? C'était blessure involontaire, homicide volontaire, c'était homicide involontaire, oui, sans intention de la donner. Ouais. Donc c'est vrai que c'est quand même assez curieux qu'il n'y ait pas eu une seule audition des principaux mis en cause. Il y a 4 plaintes, hein. Ouais, voilà. Qu'il n'y ait pas eu une seule audition des mises en cause dans ce dossier, ça, c'est. Non, mais c'est le cas pour toute. Quand on regarde chaque affaire de violence policière ou de crime policier ou des gendarmes, en fait, c'est toujours au ralenti, c'est le plus lent possible. Tout est fait pour ralentir au maximum l'affaire judiciaire, parce qu'en fait, l'idée. Je parle de système comme ça. Bon, voilà, je vais faire court, hein, je vais rentrer dans le détail. Mais en tout cas, l'idée du système, c'est qu'en fait, il faut épuiser la famille et les militants qui viennent aux côtés des familles, parce qu'ils savent que pour eux, leur meilleure arme, c'est le temps, et que plus une affaire s'étire sur le temps, et plus la mobilisation redescend. Ouais, mais là, tout l'enjeu de cette année. En fait, là, ça me paraît inéluctable. À partir du moment où la plainte elle est déclenchée, enfin, elle est déposée, oui, mais après, ça paraît en effet inéluctable. Alors, je sais pas. Ouais, mais regarde, Zedebouna, ça a duré 10 ans. Ils ont dépaysé l'affaire à Rennes pour casser toute mobilisation. Ouais. Ils mettent tout en œuvre pour casser les affaires. Hakim Hajimi, ça a été pareil, ça a été délocalisé. Toutes les affaires à chaque fois quand voilà, mais c'est là, vraiment c'était nécessaire puissant. La délocalisation visiblement parce qu'on avait un parti pris d'ores et déjà. Non, mais là c'est une demande à famille, c'est dépaysé. Oui, voilà, mais carrément là pour l'affaire Zedebouna, l'enlever de Bobigny pour la ramener à Rennes. Non, mais là il y a une volonté délibérée de casser en fait les mouvements là. Ouais. Clairement, ça a été le cas aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, il me semble que c'est Youssef Kaïf, pareil, il avait délocalisé, je crois, Clermont-Ferrand. Enfin bref, à chaque fois, ils cassent d'une manière ou d'une autre. Et la meilleure arme qu'ils ont, c'est le temps. C'est le temps. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les cas de violence policière, de crimes policiers, etc., on regarde, effectivement, et ça n'a pas la même force au départ qu'après 5 ans, 6 ans, c'est normal. Forcément, il y a un effet d'épuisement, les gens sont fatigués, etc., il y a moins d'engouement, etc. Maintenant, là, l'idée avec le comité Adama, la famille Traoré, les amis, le quartier, etc., c'est de prouver que 2 ans après, c'est encore toujours là, et surtout, c'est encore plus mobilisé que l'année dernière. Là, l'idée, c'est de faire le pari que voilà, le 21 juillet, là, dans quelques jours, c'est qu'il y ait vraiment un maximum de monde. Et il faut. Vous voulez combien de personnes à Beaumont? Combien de personnes vous voulez? 100 000. On veut le même sur les Champs-Élysées. Même que sur les Champs-Élysées. Le même sur les Champs-Élysées. Mais après comme tu le dis, c'est une affaire. Après, c'est une volonté politique de le faire en banlieue. C'est vrai que si on le fait à Paris, t'as un minimum qui est assuré. Mais l'idée, c'est que politiquement, comme l'a dit Assad tout à l'heure, voilà, c'est de montrer que vous êtes capable aussi de vous déplacer en banlieue. Vous êtes capable aussi de prendre le train, comme c'est le cas, par exemple, quand j'ai vu la fête à Macron. Moi, j'étais à la fin, le 5 mai. J'ai vu des gens venir de toute la France. Vous avez fait un truc exceptionnel d'ailleurs par rapport à cette manifestation. La dernière manifestation, la fête à Macron là. Non, c'était le 26 mai. Oui. Ouais, on a pris le cortège de tête, ouais. Oui. Bah du coup, voilà, c'est exactement cette idée, ça a été bien préparé en amont. Oui. Pour prendre j'allais dire la tête du cortège. Braquer, on peut parler de braquage, oui, absolument. C'était le slogan sur la banderole. Ouais. Et donc le comité Adama a marché devant. Vous étiez en tête. Voilà. Plus qu'en tête, en fait, dans ce qu'on appelle le cortège de tête. Ouais. Le cortège de tête, c'est un espace politique qui a été créé pendant la loi travail, dans les manifestations de la loi travail. C'était au départ les jeunes étudiants et lycéens qui se reconnaissaient pas dans le champ traditionnel politique, qui se reconnaissaient pas dans les syndicats qui à chaque fois trahissent, ils vont à la table de négociation, ils se reconnaissaient pas non plus dans les partis politiques. Et donc on a décidé de créer ce cortège de tête là un peu à part, mais qui est comme devant la manif, mais qui est pas dans la manif complètement. On a essayé de vous en empêcher? Non, pas du tout. Non, même ça a été open bar, ça a été un tapis rouge. Que ce soit même les organisations de la marée populaire, donc c'était la marée populaire, donc c'était Fondation Copernic, Attaque. Est-ce que ça a eu des retours? Le retour, il a été net et sans bavure, c'est que tous les partis politiques de gauche appellent à manifester le 21 juillet. Donc forcément. Donc objectif atteint. C'est qu'à un moment donné, c'est qu'on est rentré par effraction dans le mouvement social. Comme on l'a écrit en tête sur la banderole, c'est nous on braque Paris, c'est nous le Grand Paris. Et là, c'était carrément l'idée, c'était de braquer le mouvement social et la gauche, et c'était d'imposer une lutte que la gauche et le mouvement social ne voulaient pas voir. C'est-à-dire que ce sont des luttes, les violences policières, les crimes policiers, qu'on ne veut pas voir, qu'on cache. Et souvent, on va opposer un discours en mode, comme le fait la France Insoumise, comme le fait tous les mouvements de gauche, c'est pas que eux, mais de dire c'est un problème de dialogue en fait, c'est un problème de dialogue entre la population
manifestation et la police. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas parce qu'on se parle pas, c'est pas qu'il y a pas de contact, c'est pas qu'on ne joue pas au foot avec des policiers, c'est comment sont formés les policiers, quelle mission on leur donne, d'où vient l'histoire de la police. Donc nous, on l'a prouvé, il y a des chercheurs qui l'ont fait, etc., que c'est clairement une généalogie coloniale, que la police est formée sur des méthodes de répression coloniale et que du coup, elle ne peut pas faire autre chose que ce pourquoi elle est formée, c'est-à-dire faire en sorte de maintenir et de contrôler ce qu'on appelle des classes dangereuses. En fait, en réalité, des classes qui ont un potentiel révolutionnaire, clairement, en France, à savoir les quartiers populaires. Et puis, ce sont celles qui ont le plus gros potentiel de soulèvement et de changement radical de la société. Et Youssef, il y a aussi un autre problème aussi, c'est que quelque chose que tu connais aussi dans ton métier, l'enseignement, on envoie des profs ou des policiers ou des gendarmes qui sont pas encore tout à fait formés, je veux dire, qui n'ont pas travaillé sur le terrain dans des quartiers difficiles. Et on a affaire donc à des gens qui viennent pour la plupart d'ailleurs de province et qui n'ont pas de connaissance du terrain, des quartiers, et qui se comportent évidemment comme des véritables bourreaux vis-à-vis des gens. Mais c'est aussi ce qu'on leur demande. Mais il y a une volonté, effectivement. À un moment donné, quand la BAC c'est une brigade qui a été créée du coup sur le modèle d'une brigade qui servait à contrôler la Casbah d'Alger pendant la colonisation. Et la BAC, à un moment donné, c'est une brigade qui est censée intervenir sur le flagrant délit. Et c'est une BAC, la BAC, on leur demande de faire du harcèlement en fait, de venir embêter les jeunes quand ils sont dans le hall, de toujours les contrôler plusieurs fois dans la journée, etc. Donc en fait, c'est un quadrillage territorial qui te fait comprendre que tu n'es pas chez toi en fait, que en fait t'es pas légitime à être dans l'espace public. Alors une question comme ça anodine à ça, vous avez des enfants aujourd'hui, comment imaginez-vous justement l'image de vos enfants vis-à-vis de la police qui est censée, rappelons-le, ou des gendarmes, censés protéger vos enfants. Ils vont grandir avec cette l'histoire de leur oncle qui s'est fait tuer par ces gendarmes. Vous leur expliquez de quelle manière, comment vous anticipez un petit peu les choses vis-à-vis de vos enfants à ça? Moi, mes enfants, ils ont vécu quand mon frère se fait tuer le soir même. Moi, j'étais pas là, donc ils étaient chez ma mère, donc ils ont vécu de l'intérieur tout. Et après, c'était Adama, ils aimaient beaucoup Adama, donc pour eux c'est important. Je leur cache rien, ils sont au courant de tout ce qu'on fait, où on va, quand je vais dans une radio. Ils seront présents aussi dans les grandes manifestations, mais je leur explique aussi que normalement que les policiers et les gendarmes sont censés être des personnes qui nous protègent, mais ils n'ont pas protégé Adama, ils l'ont tué. Et donc ils ont conscience qu'il y a des méchants policiers, des méchants gendarmes, quand je reprends leurs mots, mais c'est difficile de leur faire comprendre qu'il y a des bons gendarmes et des bons policiers, parce que tant que ces gendarmes et ces policiers ne dénonceront pas l'attitude violente et indisciplinée et meurtrière de leurs collègues, on n'arrivera pas à avancer, parce que eux-mêmes deviendront complices de tout ça. Donc moi, pour mes enfants, j'ai peur que demain, si j'envoie mon enfant faire des courses et qu'il tombe sur un policier qui est de mauvaise humeur, qui est pas bien ce jour-là, fracasse mon fils parce qu'il est passé, parce qu'il est noir et parce qu'il a envie de se défouler, parce qu'il faut savoir que quand ils viennent dans nos quartiers, c'est comme s'ils cumulaient dans des zones des camps d'entraînement. Ils viennent se défouler, ils repartent comme si de rien n'était et ils reprennent leur fonction. Donc bien évidemment que ça me fait peur pour mes enfants. Je leur apprends à être vigilants, à faire attention, qu'ils ne sont pas, ils sont censés être là pour nous protéger, mais ils peuvent aussi vous tuer. En tout cas, je leur dis pas ça comme ça, mais de faire attention. Mais moi, j'ai peur pour eux, j'ai peur demain, mon fils en rentrant de l'école ou en allant acheter une baguette à la boulangerie ou en rentrant du sport, qu'il tombe sur une police qui ce jour-là est mal lunée et violente un de mes enfants. Vous avez eu aucun témoignage d'un policier, d'un gendarme ou d'un ancien gendarme ou d'un ancien policier qui est venu vous apporter ne serait-ce que présenter des condoléances ou reconnaître un petit peu aussi des choses qui apparaissent et que tout le monde peut voir. Enfin, dire les collègues, ils voient ce qui se passe. Personne, aucun témoignage. Pas du tout. On aura quand on va croiser des policiers, on dirait, vous savez, c'est pas nous, ce sont les gendarmes. Nous ne sommes pas responsables. Ce sont les gendarmes qui ont tué votre frère. Et après, au tout début, on va avoir des témoignages anonymes. Mais anonymes. Mais forcément. Il faut savoir qu'à l'intérieur de tous ces clans, de la police et de la gendarmerie, il y a des pressions très fortes, des pressions très fortes qui font que ils vont pas oser de dénoncer ça à visage découvert où leurs noms seront affichés.
Donc non, et tant qu'on n'arrivera pas à ce stade-là de dire que eux dénoncent l'attitude violente de leurs collègues, ça sera très très difficile d'avancer. Alors à ça, juste avant la pub et avant de revenir et d'appeler évidemment à la mobilisation pour samedi prochain, vos frères, on l'a dit, sont en prison, 5 d'entre eux. Vous êtes une grande battante. Vous avez arrêté donc de travailler. Vous êtes vous consacrez donc à obtenir la vérité concernant la mort de votre fils. Est-ce que vous recevez clairement des pressions? Bien sûr que j'en reçois des pressions. On reçoit des menaces de mort assez souvent à la maison. Une fois, on reçoit des courriers, donc maintenant on prend énormément de distance avec ça. Mais quand on vient arrêter mes frères et quand on met mes frères en prison, bien évidemment qu'on vient m'attaquer directement moi. Mais vous ne lâchez rien. Vous êtes une grande battante. On lâche pas. Jusqu'à ce que vous obteniez vérité. On lâchera pas. Dans un instant, on fera juste un rapide coup d'œil quand même concernant France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Youssef Brakni, Anissa Regui et Assa Traoré pour parler. Alors c'est vrai qu'il n'aurait fallu beaucoup plus de temps à ça pour parler de cette affaire, mais pour terminer, j'ai envie de dire de manière un peu positive, essayer en tout cas, Youssef, Assa, il y a eu quand même des petites victoires que vous avez réussi à obtenir avec cette pression que vous ne lâchez pas, parce que ça fait référence d'ailleurs un petit peu à la chanson de HK, Youssef, on ne lâche rien, avec ce rapport qui est sorti, qui est inédit, Youssef, de la police des polices, qui indique que au cours de l'année 2017, il y a eu 17 morts, ce qui fait plus d'un mort par mois, 17 morts, non, pas des morts dues à des bagarres entre jeunes, pas des morts de manière accident de voiture, non, 17 morts dues à des interventions policières, des affaires notamment la plupart en garde à vue, des policiers qui ont tué des individus, des citoyens, des Français. Et il me semble qu'ils comptent pas les gendarmes. Mais effectivement, là il s'agit que de la police. Parce que c'est un rapport de la police des polices. Ouais, c'est un rapport de la police des polices, parce que par exemple, je prends le cas d'Angelo Garant qui a été tué par le GIGN, qui est une brigade de la gendarmerie. Il n'a pas compté, je pense. Mais du coup, les gendarmes là, ils ont été mis en examen. Ils ont été mis en examen très rapidement au bout de 6 mois. Ils ont été mis en examen. 17, c'est énorme. 17, c'est énorme, ouais. Et puis de toute façon, comme tu le dis, effectivement, donc ça, on doit vraiment à toute la pression de tous ces militants, de toutes ces familles qui ont jamais lâché l'affaire, qui ont toujours continué à aller dans tous les espaces possibles pour dénoncer ces crimes policiers, ces violences policières. Et ça a payé parce que maintenant, du coup, les JPN s'est senti débordés. L'institution, là, c'est l'État, s'est senti obligé de faire une communication en fait et de faire une comptabilité, de comptabiliser eux-mêmes les morts tués par la police. Mais surtout, ce qui est intéressant, et c'est ça qui est très intéressant, c'est la façon dont on tue, qui est indiqué aussi, et notamment les armes à feu. Et c'est pour ça que je fais un lien direct avec cette fameuse loi qu'a accordé François Hollande, encore les socialistes, quand il a donné l'autorisation du coup de cette loi de légitime défense. Et suite à l'adoption de cette loi en 2016, eh bien, il y a eu une explosion des morts tués par balle, par usage d'armes à feu de la police. C'est plus 50%. D'utilisation d'armes à feu qui ont été constatées par l'IGPN. Donc c'est pas nous pendant des années on n'a pas arrêté de le dire, évidemment, nous on savait, on connaissait les chiffres. Il y a plusieurs militants qui comptabilisaient déjà depuis très longtemps, même qui comptabilisent depuis les années 60. Et là pour le coup c'est intéressant. Donc là c'est l'institution qui le dit. Donc là c'est plus les militants, on pourra pas dire qu'on exagère, à un moment donné on disait 1 par mois. Mais là on dépasse 1 par mois, on est à 17. Il y a 12 mois dans l'année. 12 mois dans l'année. Alors à ça rapidement pour finir, 2 questions. Est-ce que la mairie de Beaumont vous soutient? Alors pas du tout, aujourd'hui aucun lien avec la mairie de Beaumont, bien au contraire, elle fait tout pour nous mettre des bâtons dans les roues. D'accord. Il faut savoir que même pour avoir de la logistique pour le 21 juillet, non. Donc ça sera la mairie, ce sont les mairies de Ivry-sur-Seine et de Fontenay-sous-Bois qui vont nous prêter en tout cas du matériel, et d'autres villes qui vont faire le nécessaire. Mais aujourd'hui, clairement, elle est, je vais le redire, parce qu'il faut savoir qu'elle a voulu porter plainte contre moi. On a une affaire qui est partie très loin jusqu'au conseil municipal, parce que j'ai dit dans le gros journal de Mouloud Achour qu'elle s'était mise du côté des forces de l'ordre, et c'est quelque chose que je réitère et que je dis encore une fois, c'est une personne qui n'est pas là en tout cas pour faciliter les choses, mais bien au contraire pour allumer le feu dans la ville. Alors dernière chose à ça, en rappelant évidemment à toutes les auditrices et auditeurs que franchement ça n'arrive pas qu'aux autres, et qu'il faut vraiment s'imaginer que ça peut arriver à n'importe qui. C'est gravissime d'ailleurs de dire ça quand on parle
de cette police ou de ces gendarmes qui sont censés encore une fois protéger les individus de ce pays. C'est leur métier de base d'ailleurs. Rappelons, et pour finir, qu'il ne s'agit pas de faire de procès de toute la police et de toute la gendarmerie, mais de ces individus qui salissent et qui insultent leur métier de base. Important en tout cas en ce qui me concerne de le rappeler. Le 21 juillet, ça se passe donc à Beaumont. Il y aura, vous allez donc sur la page Facebook qui s'appelle La Vérité pour Adama. La Vérité pour Adama. Il y a sur Twitter aussi, La Vérité pour Adama. Sur Snapchat et sur Insta. Donc il y a tout. Voilà, vous avez créé votre propre média finalement. Exactement. Et donc là tout sera indiqué avec des bus, un bus qui partira à 14h. Gare du Nord, ouais. Voilà, mais sinon il y a 14h train à midi. L'horaire du train aussi, tu peux donner? L'horaire du train, oui, il y a deux trains, il y a deux directs il y en a un à midi et demi, il me semble, la ligne H. Ouais. À Gare du Nord, c'est un direct. Ouais. Franchement, c'est vraiment, c'est vraiment pas loin. Ouais. C'est direct. C'est vous asseyez dans le train. C'est la prochaine gare. Ah ouais. Donc il y a pas d'excuse. Ah super. Et vous êtes climatisé. Et après une fois qu'on arrive là-bas, c'est à côté. Une fois qu'on arrive, c'est en sortant de la gare, la marche elle démarre en sortant de la gare. D'accord. Donc, et la marche, le départ de la marche est à quelle heure? À 14h. 14h. Donc marche pendant toute l'après-midi. On va aller jusqu'où? Comment ça va se passer? Jusqu'au quartier de Boyenval, le quartier de la famille Traoré. D'accord. Et donc à partir de là, il y aura prise de parole des familles victimes qui vont toutes être là normalement. D'accord. Et puis après, projection du documentaire pour Adama qui racontera la lutte du comité Adama depuis le 2016 jusqu'à 2017. Ouais. Et puis après concert du coup que va nous concocter Youssoufa, le rappeur Youssoufa, donc avec plein de surprises. Donc voilà, il y en aura pour tout le monde, pour tous les goûts. Soyez là, il y aura à manger, il y aura des structures gonflables pour les enfants, ça sera familial. Et voilà, il faut être là, c'est important parce qu'il faut absolument mettre la pression sur cette justice à deux vitesses qui avance au ralenti quand il s'agit des quartiers populaires. Ah ça, juste le dernier mot pour vous. Je t'ai vouvoyé, je t'ai tutoyé. Hein. Bon, c'est pas grave. Alors à ça, je compte sur toi pour un dernier mot en 1 minute à peine sur ce que tu peux dire aux auditrices, aux auditeurs pour les inciter. Si tant est quand même qu'on a fait notre travail depuis tout à l'heure pour le faire, mais pour dire aux gens que ça n'arrive pas qu'aux autres et que il faut absolument se mobiliser, se bouger pour que samedi un maximum de monde soit dans les quartiers et en particulier à Beaumont pour cette marche, pour obtenir la vérité, pour soutenir aussi toute la famille Traoré. Donc samedi, c'est une marche pour Adama, mais faut pas oublier que c'est une marche pour tous les Adama Traoré, pour tous ces jeunes hommes qui se font tuer par la police et les gendarmes dans nos quartiers. Et aujourd'hui, il faut qu'on aille marcher pour tout le monde. Il faut qu'on aille marcher pour Aboubacar Fofana qui vient de se faire tuer d'une balle dans la gorge. Il y a à peine 2 semaines, qu'on aille marcher pour Guy Camara qui s'est fait prendre une balle dans la tête. Il y a 6 mois, qu'on aille marcher pour Théo qui s'est fait violer. Qu'on aille marcher pour Lamine Dieng qui a subi aussi un plaquage ventrail. Qu'on aille marcher pour Curtis où il y avait une course poursuite par la police et qui s'est fait percuter par un bus et qui est mort. Faut qu'on aille marcher pour Angelo Garant qui s'est fait tuer dans une petite pièce de moins de 9 mètres carrés. On lui a tiré 7 balles dans le corps. Faut qu'on aille marcher pour Wissam El Yamni qui est mort dans des conditions très affreuses où on a laissé le corps se décomposer. Je peux même pas toutes les citer. Il y en a tellement. Faut qu'on aille marcher pour tout le monde. Aide-moi Youssef. Il y a trop de noms. Pour Hakim Ajimi. Et surtout qu'on aille marcher pour la survie. Amadou Koumé. Ouais, Amadou Koumé. Faut qu'on aille marcher pour la survie de nos vies, parce qu'aujourd'hui nos vies ne valent pas moins que celles des autres. Nos vies méritent et valent d'être vécues. Ils n'ont pas droit de mort sur nos vies. Ils n'ont pas droit de décider quand on allait mourir. Ils n'ont pas droit de faire subir à nos familles ce qu'on subit aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que quand on tue un frère, quand on tue un mari, quand on tue ces jeunes hommes, c'est toute la famille. Donc on vous attend très nombreux. Il faut qu'on monte ce rapport de force, parce que quand on veut renverser un système, c'est pas que la famille Traoré, c'est toute la population. Et si on est fort et que la France se lève, le système on le renversera très rapidement. Et en tout cas on compte sur vous. Toutes ces morts. Voilà. Donc 21 juillet samedi. Il y aura du monde. Il y aura du monde à Beaumont à 14h. La Coupe du Monde, on sait qu'il y a eu beaucoup de monde. Là pour te dire, en fait, il y a beaucoup de monde là qui sont aux Champs-Élysées. Aujourd'hui aussi. Apparemment, c'est quasiment même plus possible d'y accéder. Les joueurs sont encore à Roissy, vous imaginez? Il y a des milliers de personnes qui sont aux Champs-Élysées pour dire merci à des joueurs d'une équipe de football. Espérons qu'il y ait des milliers de personnes aussi pour crier l'injustice à l'injustice et pour exiger la vérité. Merci. Ça devrait être la suite logique. Parce que absolument. Voilà. Et l'exemple vraiment est très frappant et très criant sur ce qui se passe aujourd'hui même et sur ce qui devrait se passer samedi prochain à Beaumont. Merci beaucoup à Assa Traoré. Merci. Et ayons une grande pensée évidemment pour tes 5 frères qui sont en prison
et qui doivent subir. On n'a pas eu le temps de parler, mais juste en un mot, Youssef, à ce frère aussi qu'on a aussi mis volontairement dans la même cellule qu'Adama. J'ai pas compris. Oui, dans la cellule où il a appris la mort d'Adama. Voilà, pardon. Oui, effectivement. On le remet à chaque fois dans la même cellule. Dans la cellule où on lui a appris la mort de son frère. On le remet à chaque fois. À chaque fois qu'il est sorti de prison pour une affaire qu'on lui invente, et ben à chaque fois pour le tuer psychologiquement, parce que c'est aussi une guerre psychologique pour détruire, pour briser le moral, pour détruire la volonté, pour briser la volonté de lutter. On le remet à chaque fois dans la même cellule où il a appris la mort de son frère. Voilà, donc il y a une volonté aussi psychologique, de s'en prendre à tes frères et puis à ta maman, à ça. Oui. Ça doit pas être facile. Aujourd'hui, elles sont très fortes et elles sont là et elles seront présentes samedi à nos côtés où elles vont marcher avec nous. Donc voilà, on a des mamans. Quand on a fait le tour des quartiers, il y a des mamans de quartier qui ont dit qu'elles seraient là, qui viendront marcher parce qu'elles marchent pour leur fils aussi. Donc on vous attend nombreux le 21 juillet à Beaumont. Merci beaucoup Assa Traoré, merci Youssef Brakni. Merci à toi. Merci Anissa Regui. Et merci à tous de votre écoute. Et je compte sur vous tous, vous toutes, amis auditrices, auditeurs. D'ailleurs, une grande partie du LGF sera présent samedi à Beaumont pour aller marcher et pour demander vérité. Merci beaucoup pour à vous. Pour Adama Traoré et toute la famille Traoré. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée et rendez-vous demain avec une invitée qu'on a été rencontrée d'ailleurs ensemble la semaine dernière à Anissa, Sonia Crimi, députée En Marche, qui sera notre invitée demain entre 16h et 18h. De quoi? On me dit à l'oreillette que c'est jeudi. Jeudi? Oui, bah alors ça doit être jeudi. Alors, j'ai dit une bêtise. C'est jeudi, très bien. Donc demain, on sera là en tout cas dès 16h sur France Maghreb 2 pour le grand forum. Ne vous inquiétez pas, à demain. Bonsoir à tous, et les Bleus rentrent de Moscou après leur victoire hier en Coupe du Monde. Ils sont accueillis sur le tarmac par Laura Flessel. Leur après-midi est chargé avec une descente en bus des Champs-Élysées, sous le regard vigilant de 2000 membres des forces de l'ordre et de 400 personnels de secours. Le bus impérial des Bleus descendra les Champs-Élysées depuis la place de l'Étoile dans un couloir protégé de 1,3 km. C'est plus cadré qu'en 1998. Le chauffeur à l'époque avait été contraint d'écourter le périple après avoir parcouru 200 petits mètres en 1 heure. Après cette parade, les Bleus rencontreront Emmanuel Macron, le chef de l'État. Ils seront accompagnés pour l'occasion de leur famille et d'1 millier de jeunes footballeurs. Et puis après cette victoire de la France, le quotidien sportif L'Équipe annonce avoir déjà vendu près de 1,2 million d'exemplaires et prépare 400 000 journaux supplémentaires, de quoi atteindre le record du 13 juillet 1998 avec 1,6 million de numéros vendus. Dans l'actualité également, le nombre de morts sur les routes de France métropolitaine a de nouveau fortement baissé en juin avec 294 tués, soit 30 de moins que lors du premier mois l'an dernier, une baisse de 9,3%. L'islamiste Jamel Begal, considéré comme le mentor des terroristes Cherif Kouachi et Mehdi Koulibaly, doit être expulsé vers l'Algérie après sa sortie ce matin de la prison de Vezin-le-Coquet en Ille-et-Vilaine. Météo France lève sa vigilance orange dans 8 des 10 départements concernés. Seuls les Bouches-du-Rhône et le Var restent en alerte orage et pluie inondation avec une fin de phénomène prévue tout à l'heure vers 19h. Les 450 migrants qui se trouvaient à bord de 2 navires militaires dans les eaux italiennes ont débarqué hier en Sicile. Le gouvernement italien a décidé de les autoriser à entrer sur l'île après l'engagement de 5 pays de l'Union européenne d'accueillir chacun 50 migrants. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.